Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, nouvelle émission pour une nouvelle saison, c'est la rentrée et nous allons parler comme de coutume de l'actualité, du mercato, de l'équipe type et des objectifs avec Nico, Roland et Aristide. Salut à vous. Salut. Salut. Alors Nico, c'est parti, commençons par l'actualité des transferts et les éventuels gains qualitatifs qui vont avec. On connaît les éternelles lacunes de cette équipe, notamment dans les 30 derniers mètres, bien qu'elles aient semblé s'estomper pendant 6 semaines en juin-juillet dernier. On connaît le déséquilibre entre un côté gauche percutant et un côté droit plus brouillon. On connaît la dépendance tactique, technique et surtout mentale du groupe par rapport à Zlatan. Penses-tu que le mercato permette au Milan de combler ces lacunes? Ben, pour l'instant, ce début de mercato, si on regarde qui est arrivé, je trouve que c'est très bien. On a Tonali qu'on a réussi à choper à la barbe de l'Inter qui apparemment était promis. Donc, et on s'y attendait pas du tout. Quand Milan a commencé à faire les premières accélérations sur ce dossier, on pensait qu'il était beaucoup trop tard. Parce que l'Inter avait déjà attaqué avant même la fin du championnat des discussions avec le joueur. Et l'Inter a tardé dans leurs discussions parce qu'ils devaient liquider des joueurs pour pouvoir prendre Tonali et Maldini a réussi un grand coup de maître sur ça alors qu'il est assez jeune dans ce poste de directeur sportif. Pour certains supporters, il a rappelé quand même des grands coups comme faisait Galliani, des blitz comme on disait. Après, on a pris Brahim Diaz que je ne connais pas du tout, donc un ailier droit qui vient en prêt sec du Real Madrid. Apparemment, le Milan continue les discussions pour mettre une option d'achat ou une obligation d'achat, mais ils ont voulu bloquer le joueur tout de suite pour pas qu'il parte ailleurs. Donc, à voir. C'est une jeune pépite espagnole, mais je ne connais pas du tout ce joueur. Il viendra me donner de la concurrence pour Castillero et Salemaker, si j'ai bien compris son poste. Ensuite, on a pris qui d'autre Tataru Tsanu qui viendra faire le deuxième, le numéro 2. Voilà, un contrat de 3 ans, 500 000 euros de transfert. Bon, c'est le gardien de la sélection roumaine. Donc, en vice Donnarumma, c'est très bien. Et surtout, il est beaucoup moins cher que Begovic et Reina. C'est surtout pour ça qu'il a été choisi. Et on a commencé un petit peu à faire partir donc Reina, Kidot qui est parti, Biglia, fin de contrat, Bonaventura, fin de contrat. Donc, voilà, à voir pour la suite. Et pour l'instant, dans les noms qui circulent, au milieu de terrain, j'ai beaucoup de mal à comprendre le nom de Bakayoko qui revient très intensément. Apparemment, le joueur serait en train d'aller au clash avec Chelsea pour venir chez nous. Je trouve que c'est horriblement cher pour un gars qui, sa dernière bonne saison, remonte à 3-4 ans à l'AS Monaco quand ils sont allés en demi-finale. On parle de Soumaré de Lille, mais je regarde pas le championnat français, donc pareil, je ne connais pas. Et on parle d'un arrière droit si Conti ou Calabria part. Ah, et j'ai oublié Kaloulou qui a signé de Lyon, qui vient là pour l'instant dans un but de donner un peu plus de disponibilité sur le poste arrière droit. Voilà. Et on parle de Bon, Chiesa. on parle de Chiesa, Milenkovic aussi de la Fiorentina. Apparemment, c'est très compliqué les discussions avec la Fiorentina. Donc, à voir pour la suite. Moi, de toute façon, je ne suis pas emballé par Chiesa. C'est pas un joueur qui m'emballe énormément. Mais il y a un défenseur central. Le Milan parle d'un défenseur central, mais avant, faut en faire partir un. Milan ne compte plus sur Duarte. Paqueta, le Milan a entamé des discussions avec Lyon. Donc, de toute façon, il n'y a pas de joueur qui viendra tant que maintenant Milan va devoir vendre. Voilà. Très bien Roland. Penses-tu que ce mercato nous permette donc de nous améliorer, hein? Même question, on sort de 6 mois, 6 semaines, pardon, 6 mois ça aurait été trop beau, 6 semaines de qualité au Milan, avons-nous comblé nos lacunes? À l'heure actuelle, je pense pas vraiment. Parce que quand on regarde le recrutement là, que vient d'énoncer Nico, il y a pas de vrais joueurs pour combler les problèmes qu'on a connus ces dernières saisons et encore l'an passé. Tu parlais en introduction du côté droit, et pour l'instant, le côté droit, c'est toujours le même que l'année passée, avec Calabria Conti en latéral. Kaloulou, on ne sait pas trop, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va partir en prêt, est-ce qu'il va tout simplement avoir le niveau aussi pour jouer en Serie A, sachant que bon, il a entre guillemets déjà 21 ans, je crois, et il a jamais été dans le groupe pro à l'OL, qui est pourtant pas réputé pour ne pas faire jouer ses jeunes, donc à voir. Et au poste d'ailier droit, il y a toujours Castillero. Bon, on en avait déjà parlé dans l'émission bilan de la fin de saison. Et puis Saelmakers qui a été officiellement racheté cet été. Donc je pense que tant que ce couloir droit n'aura pas été retravaillé, en profondeur, on aura du mal à prétendre aux 4 premières places.
Il reste encore beaucoup d'inconnus dans l'effectif. On a beaucoup parlé de la fameuse période de 6 semaines post-confinement, avec certains qui ont affiché un très bon niveau qu'on leur avait jamais vu au Milan. Et c'est toujours la même question, est-ce que ça va durer cette saison ? Parce qu'à ce moment-là, si ça reprend sur les mêmes bases que les années précédentes, c'est pour ces joueurs-là, ça risque à nouveau d'être compliqué. Typiquement, Çalhanoğlu, on n'a pas d'autres joueurs derrière lui pour le remplacer s'il n'est pas au niveau. Peut-être Brahim Diaz, mais qui est aussi un jeune joueur, donc on ne sait pas trop. Caissier, c'est pareil. Voilà, donc il y a quand même beaucoup d'inconnus. Il y a des bonnes choses qui ont été faites, notamment du point de vue des départs, je pense. On a fait un peu de place pour l'instant. Mais il y a encore beaucoup de travail. Certes, on a pris Tonali, qui est une très bonne nouvelle. Ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Appris avantageux. Mais oui. Et ce que je voulais dire, c'est que Tonali, certes, c'est une très belle recrue, mais c'est pareil, ça reste un joueur jeune qui a finalement une expérience assez limitée du haut niveau. On le présente comme notre recrue phare, ce qu'il est effectivement. Mais il ne faut pas s'attendre à avoir un rendement sportif digne d'un joueur confirmé, comme si on avait pris, j'exagère, mais Neymar par exemple. On recrute un Neymar, on attend un retour sur investissement immédiat. Avec Même Tonali, finale, ça même sera... oui. Mais avec Tonali, ça sera forcément, entre guillemets, plus compliqué, puisqu'il faut qu'il s'intègre. Et à l'heure actuelle... si on reste dans le schéma de 4-2-3-1 de la fin de saison, je ne pense pas qu'il soit titulaire. Il va y avoir beaucoup de matchs sur des temps de récupération très courts, donc tout le monde aura du temps de jeu, ça me semble évident. Mais on a pris un très jeune joueur qui a déjà une certaine expérience, mais qui reste encore à former, qui a encore beaucoup de progrès à faire, donc il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas un joueur qui va nous faire jouer le titre à lui tout seul. Il y a encore beaucoup de travail, donc on va voir ce qui arrive dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, les premières rencontres officielles, c'est la semaine prochaine, donc ça donnera déjà certaines indications, je pense. Donc je retiens qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas prétendre jouer Moi, je pense pas. la qualification à la Ligue des Champions, qui aurait dû être l'ambition déjà l'année dernière d'ailleurs, parce que c'est quand même assez scandaleux que le Milan qui a dépensé... Nico, tiens, tant que t'es là, j'en profite, parce que j'en ai souvent parlé, c'est toi qui m'annonçais, c'est bien ça, que le Milan fait partie des clubs qui ont le plus dépensé ces dernières années en Europe. Oui, si on prend à chaque fois les transferts effectués chaque année, on était dans le top 5. Après, la différence que peut-être il y avait avec certains clubs du top 5, c'est que nous, après, il y a la balance aussi départ. Ça veut dire qu'à chaque fois, les joueurs repartaient quasiment pour la même somme quand même. Des Gonzalo Higuaín, tout ça, Bonucci. Je veux dire, c'est pas la balance des transferts, c'était juste la dépense chaque année qui était mise. Hein. Non mais on était censé avoir un retour sur investissement sportif, c'est ça que j'essaie d'expliquer, et que finalement le Milan l'année dernière a fini 6ème, mais comme 2 ans auparavant, comme 3 ans auparavant, l'année d'avant c'était juste 5ème, bref, donc il n'y a pas eu à l'heure actuelle, enfin il n'y a pas eu depuis quelques années un gain qualitatif grâce au transfert, donc c'est vrai que Roland, on peut partager ton scepticisme parce qu'on y est habitué finalement, mais peut-être Aristide va-t-il nous redonner un peu l'espoir. Alors du coup, pour répondre à cette question, j'ai listé l'ensemble des transferts et prolongations au renouvellement qu'on a eu à ce mercato. Donc c'est vrai qu'on a eu Tatarusanu, Rebic, Tonali, Zlatan Ibrahimovic, Diaz, Gjer, Saelmaekers et Kalulu. Je peux rejoindre Roland sur le fait qu'en effet, pour moi, il n'y a pas de titulaire. Disons qu'on n'a pas renforcé l'équipe d'un point de vue des titulaires indiscutables ou de potentiels titulaires. Et Roland rappelait très bien, et je pense la même chose sur Tonali, pour moi qui aujourd'hui n'a pas une place de titulaire dans ce groupe et devra se la créer. Mais cependant, je pense qu'on peut... Alors, ça va être difficile, hein, mais le top 4, la 4e place, on peut peut-être l'avoir dans le sens où on s'est quand même renforcé au niveau du banc. Quand je vois les différents joueurs et ces dernières années, j'ai l'impression qu'on n'avait aucune profondeur de banc et c'est ce qui faisait défaut au Milan. Rappelez-vous les Borini et autres joueurs qu'on alignait à tous les postes et qui ont été alignés à droite comme à gauche, comme au milieu, comme sur l'aile. Là, le recrutement a été intelligent dans le sens où on a quand même doublé pas mal de postes. Je pense notamment à Diaz qui arrive, pour l'instant seulement en prêt, pas l'option d'achat comme on a dit, mais au moins qui pourra peut-être dépanner sur l'aile droite ou voire être un remplaçant à Çalhanoğlu, voire même être titulaire s'il fait quelques bonnes prestations.
Tonali qui vient renforcer le milieu de terrain si Kessié nous fait encore des siennes. Voilà, Tatarusanu qui est un très bon second gardien. On n'aura pas cette fois Antonio Donnarumma qui viendra en Coupe d'Italie et on priera pour pas encaisser de but. Donc voilà, je pense que Kaloulou, alors ça reste un espoir, on a quelques doutes, mais au moins c'est un poste qui a été au moins doublé sur cette aile droite. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même des joueurs qui au moins ont été recrutés pour doubler les postes, voire peut-être prouver et chambouler un peu les titulaires d'aujourd'hui, et c'est là où je me dis que c'est un peu mieux que les années précédentes où on devait un peu bricoler avec des joueurs qui n'étaient pas à leur poste. Bon alors pour ma part, évidemment, je trouve que le recrutement de Tonali fait suite au débat que nous avions eu en fin d'émission. Bilan sur l'italianité, hein. C'est vrai que le club a enfin recruté un Italien, c'est limite miraculeux. Je sais pas s'ils ont écouté l'émission ou s'ils se sont souvenus d'où il venait. C'était inespéré. Alors Tonali, je vais pas épiloguer, hein, je le réclame depuis longtemps. Grosse marge de progression, vraie palette technique qui nous fait défaut. J'ai lu que sans parler des passes décisives, il était très performant pour ce qui est de la création des buts. C'est-à-dire que c'est souvent lui qui est à la baguette, à la manœuvre, et qui, qui crée réellement les occasions décisives. Il est décisif dans ses passes, dans ses transversales, dans ses passes en profondeur. Et il a créé énormément de buts pour Brescia cette année. Il sait tout faire, il sera même polyvalent. Je l'avais trouvé très bon contre nous il y a quelques mois, mais c'est vrai que je pense qu'on est loin d'avoir vu tout ce qu'il était capable de faire. Il est possible en effet qu'il démarre sur le banc parce qu'il y a déjà un doublon là qui est installé au milieu de terrain. Après, je suis pas si optimiste que certains sur la capacité de Kessié à rééditer ses performances post-confinement, mais on verra bien. Pareil pour Çalhanoğlu d'ailleurs et d'autres. Mais je crois que Tonali restera pas durablement sur le banc. C'est-à-dire que je pense que ce joueur, vu son talent, a largement les moyens de s'imposer dans cette équipe. Peut-être pas dès le mois de septembre, bien sûr. C'est vrai, vous avez raison, il est très jeune. Mais bon, je pense que Maldini l'a pas recruté pour qu'il soit sur le banc, en tout cas pas très longtemps. Nico, je crois, veut compléter l'un de ses propos. Bah, je veux rajouter en fait sur Tonali, parce que j'ai parlé de son arrivée, mais moi je rejoins Roland et Aristide. Je pense que ça va être très compliqué pour lui de se faire une place d'entrée de jeu dans cette équipe, car le fait d'avoir pris Pioli, d'avoir gardé Pioli, c'est aussi pour avoir de la continuité. Donc, et Milan a trouvé de la continuité avec un nouveau style de jeu et avec ces deux joueurs qui étaient Benacer et Kessié devant la défense, qui mine de rien étaient assez complémentaires tous les deux, qui essayaient dans le rôle d'aller mettre, on va dire, des coups et faire les allers-retours entre la défense et l'attaque. Benacer pour poser le jeu et essayer de mettre les bases des accélérations du Milan sur les phases offensives. Et on avait aussi Çalhanoğlu qui a été replacé en numéro 10. Et Tonali, le problème qu'il y a, c'est que si on regarde avec Brescia depuis le début, en fait, c'est un gars qui joue dans un milieu à 3. Bon, tout le monde le compare à Pirlo, il aime pas ça, et moi je le compare pas à Pirlo parce qu'il faudra un monde avant de le comparer à Pirlo quand même. Il a l'habitude de jouer devant la défense. Et ça risque d'être très compliqué. Je pense que ça va être. Et même de trouver sa place dans un milieu à 2 pour un joueur aussi jeune. Parce que je suis comme toi, moi, si je le vois prendre une place, limite, je le vois enlever Kessié. Mais est-ce qu'on risque pas d'avoir avec Benacer deux joueurs qui se ressemblent énormément et qui risquent peut-être de se marcher dessus? C'est pour ça que je sais pas, malgré tout, je suis content de l'arrivée de ce joueur, qu'on prenne un jeune Italien avec dont beaucoup de monde s'arrachait et donc il y a beaucoup d'espoir sur lui. Mais après, l'année dernière, je reste à dire quand même que Tonali apparemment a fait une saison assez moyenne. Ah, c'est pas ce que j'ai lu. Moi, je l'ai vu 2 fois jouer contre Milan. Il y a eu le match aller à San Siro où il a été plutôt bon. Le match retour, il était passé à travers. J'avais vu un match contre le Genoa où il marque un but magnifique sur coup franc, où il avait fait même un beau match. Après, toute l'équipe de Brescia, après, il était dans une équipe quand même qui a fini 19e du championnat aussi, je lui accorde ça, qui a eu une deuxième de partie de saison cataclysmique, et que apparemment ils ont quand même misé à la fin plus sur lui pour le maintien que sur Mario Balotelli. C'est ça. Mais j'attends de voir pour l'instant. Moi, je l'ai très peu vu jouer quand même, ce joueur. J'attends de voir une bonne saison de lui. Pour l'instant, son excellente saison, elle remonte quand même à sa saison en Série B. Et il y a quand même un monde entre la Série A et la Série B. Là, il va y avoir aussi d'autres attentes sur lui que ce qu'il y avait à Brescia. Mais en fait, on est d'accord sur l'intégration progressive. À aucun moment, Aristide, je vais te donner la parole, t'inquiète pas, mais à aucun moment je dis que Tonali sera titulaire dès le premier match de la saison. C'est pas mon propos. Je dis juste qu'il va falloir qu'il s'installe, qu'il s'intègre et qu'il a les qualités pour. Après, on verra bien, évidemment, ça reste du football et puis il faut que le collectif se fonde. Après, rien ne dit non plus que Pioli ne modifiera pas son module, c'est pas du tout interdit de le penser. Mais moi, j'ai lu des statistiques vraiment impressionnantes au niveau de la précision, de la qualité des passes. Il est supérieur au Pirlo 2011-2015 de la Juve qui était meilleur joueur du championnat chaque année.
hein, parce que je rappelle que Pirlo, une fois qu'il a quitté le Milan, a été élu 3 années de suite meilleur joueur du championnat. Et ben les stats de Tonali au niveau des passes et de la précision, je les mettrai en ligne si nécessaire, sont supérieures à celles de Pirlo de l'époque. Donc ça déjà c'est quand même assez révélateur. Aristide. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Nico. Alors je suis complètement d'accord avec lui sur l'intégration de Tonali, le passage de milieu à 3 en milieu à 2, et aussi le doute sur la complémentarité avec Benacer, parce que c'est pas aujourd'hui Benacer qui va aller sur le banc. Hein. Donc voilà. Donc ça, je suis complètement d'accord avec lui. Après, c'est vrai que Tonali, pour ma part, de ce que j'ai vu aussi et de ce que j'ai pu entendre, il sort pas d'une excellente saison. Alors, à sa décharge, je pense que dans le contexte actuel de Brescia, il faut remettre dans le contexte que Balotelli a quand même plombé l'ensemble ou quasiment toute la saison de Brescia à lui tout seul l'année dernière, quoi. C'était quand même une catastrophe, que ce soit sur le terrain et en dehors. Et franchement, il a vraiment fait couler l'équipe avec lui. Donc voilà, il y a aussi le contexte de Balotelli, du promu qui vient en compte pour expliquer en partie la saison de Tonali. Roland, une précision ? Oui, c'était pour remettre dans le contexte de Brescia aussi, qui a connu, je crois, 3 changements d'entraîneur la saison passée, en cours de saison, notamment une très brève période avec Fabio Grosso, si je me souviens bien. Donc voilà, un contexte pas facile, surtout que, rappelons-le quand même, pour Tonali, c'était sa première saison en Serie A à 20 ans. Ensuite, par rapport à son intégration dans le 11 du Milan, à l'heure actuelle, il peut pas prétendre à prendre la place de Benacer, typiquement, et de Kessié non plus d'ailleurs, mais c'est un profil qui est tout de même assez différent de Benacer dans la mesure où Tonali, c'est un joueur qui joue long et direct. Il a une très bonne qualité de passe sur le jeu long, et Que Benacer n'a pas. que Benacer n'a pas vraiment, c'est sûr. Et ça peut être quelque chose qui peut aller dans le 4-2-3-1 de Pioli de la fin de saison, parce qu'on a vu le Milan beaucoup plus haut, qui n'avait pas forcément la possession de balle, mais qui avait tendance à se projeter nettement plus rapidement. Et un joueur comme Tonali, ça peut forcément aider une équipe à remonter le terrain, parce qu'il va savoir orienter le jeu et se mettre très vite dans le sens de la marche. Ce qui est donc un profil un peu plus différent de Benacer, mais qui peut avoir une certaine complémentarité. Le souci que ça va poser, ça va plutôt être sur la phase de non-possession, notamment en défense. Ouais. Voilà, la présence physique de Tonali n'est pas la même que celle d'un Kessié, et même Benacer, qui est à la récupération et même dans le duel physique est toujours intéressant en défense. Donc voilà, il y a des choses à voir là-dessus, mais effectivement, on va pas attendre. C'est ce que je disais avant. On ne peut pas attendre de Tonali de porter le Milan la saison prochaine sur la 4e place, parce que déjà, il peut pas tout faire tout seul et il reste encore relativement jeune. Donc, voilà. Bien sûr. Bon, bah écoutez, on verra ça. Justement, on va parler de l'équipe type, hein, puisque on va essayer de faire ça ligne par ligne comme d'habitude. Alors, on s'exprime à tour de rôle sur la défense d'abord, avant de passer aux lignes suivantes. Nico, bon, je parle pas du gardien, même si on l'évoquera pour un autre sujet tout à l'heure, mais quelle serait ta défense type ? On va reprendre la même que l'année dernière. Hein. Kjaer, Romagnoli. Je pense que Kjaer, vu sa fin de saison, enfin ses 6 mois avec nous, il a mis Musacchio complètement sur le banc. Donc après avoir, le Milan cherche un défenseur central. Si on parle de Milinkovic, même si apparemment c'est très compliqué, on part dans ce cas-là d'une grosse somme pour un défenseur assez jeune. Dans ces cas-là, je pense que c'est Kjaer qui va sauter. Maintenant, il faudra voir si Kjaer, avec l'enchaînement des matchs, une saison complète et son âge aussi, va pouvoir enchaîner tous les matchs au même niveau qu'il a eu l'année dernière. À gauche, Théo Hernandez, qui a beaucoup de mal durant ses matchs amicaux actuellement, alors qu'on affronte des peintres en bâtiment quand même. Excusez-moi pour les gars qui sont dans le bâtiment, j'ai de la famille dedans. Et en côté droit, je pense que Conti part avec une marge d'avance sur Calabria. Le club n'est pas contre un transfert sur l'un des deux joueurs, et je pense que ce sera plus Calabria qui partira que Conti, mais bon, pour l'instant, apparemment, les offres ont quand même du mal à venir pour l'un des deux joueurs. C'est pour ça qu'il n'y a aucun arrière droit pour l'instant aussi qui arrive au Milan. Et pour l'axe, n'oublions pas Gabbia, qui a fait quelques très bons matchs en fin de saison. Donc je dis pas évidemment que Gabbia sera titulaire, mais enfin, je trouve Là, que... part en numéro 4, j'ai l'impression quand même. Hein. Ouais, mais c'est dommage. Voilà, ce serait dommage de l'évincer complètement, comme on fait toujours avec les jeunes, c'est-à-dire que dès qu'ils sont bons, bah on les vire. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en Italie. Roland. Moi, pas vraiment de changement sur ce qui a été dit par Nico. Voilà, faudra voir s'il y a un recrutement d'un défenseur central. Je l'avais déjà dit dans l'émission de fin de saison, mais Kjaer, les 6 dernières semaines de la saison ont été réussies.
Son arrivée en janvier-février, moi je n'avais pas trouvé ça franchement fabuleux. Pareil. Donc pour l'instant, on va laisser ça comme ça. À gauche, Hernandez évidemment, parce que entre Hernandez et Laxalt, je crois que le choix est vite fait. Et à droite, moi je l'avais déjà un peu exprimé aussi dans l'émission de fin de saison, plutôt que Conti qui en plus est très souvent blessé. Je préférerais quand même qu'on conserve Calabria, qui a su montrer par le passé avoir un niveau tout à fait correct. Le but n'étant pas à terme de le laisser titulaire pour toujours, bien sûr, si on veut prétendre aux 4 premières places, voire mieux. Donc moi, je mettrais Calabria en titulaire, mais voilà, ça dépendra aussi de la suite du mercato. Mais pour l'instant, ça fait partie de ce couloir droit un peu comment dire, un peu problématique pour l'équipe cette saison. Oui, Aristip, en dehors du côté très aléatoire du couloir droit, la défense finalement va pas trop bouger. Oui, en effet, pour la défense centrale, alors tu en as parlé MJ, mais c'est vrai que on peut regarder les performances de Gabia qui ont été plutôt intéressantes cette fin d'année et même pour les quelques matchs de préparation qu'on a vus. Jair, j'espère qu'il va maintenir son niveau, mais enfin, j'ai quand même quelques doutes, donc il est tout à fait possible que Gabia monte petit à petit dans la hiérarchie. Et pour le reste, je vais m'opposer à Nico sur Calabria et je vais plutôt rejoindre Roland. Je pense que Calabria, voilà, pour moi, a peut-être un peu plus de potentiel et surtout est un peu moins fragile que Conti. Et puis, je dis ça par rapport surtout à cette fin de saison et les quelques matchs de préparation qui ont eu lieu ces derniers temps. Calabria était effectivement un peu plus intéressant. Et enfin, sur Théo Hernandez, alors ouais, je vais peut-être un peu mesurer ce qu'a dit Nico. Au niveau des matchs de préparation, il n'a pas été extraordinaire. Je ne l'ai pas trouvé, moi, particulièrement mauvais, sans être incroyable. À limite le joueur qui m'a le plus inquiété que Théo Hernandez pendant cette préparation. Alors après, c'est que de préparation, ça veut rien dire, mais c'est plutôt Ismaël Benasser que j'ai trouvé vraiment, je dirais pas très fit, c'est-à-dire je le trouve un peu en surpoids, moi, depuis cette préparation et un peu moins, disons, tonique physiquement et dans les impacts. Bon, justement, on passe au milieu. Nico. Pareil, hein, pour la continuité de l'année dernière, vu que c'est le mot d'ordre du club, Benasser Kessié. Sur l'aile gauche, Rebic. En 10, Çalhanoğlu, dont le club doit discuter avec l'agent pour une prolongation de contrat. Ça va te faire plaisir, MJ. Merde. Et à droite, moi, le Belge chez les makers, j'ai du mal. Castillero, j'y crois plus. Donc, on a un nouveau joueur qui est Brahim Diaz. Est-ce que Leao peut jouer aussi là-bas, vu que souvent on l'a fait rentrer à la place de Rebic aussi? Je te dirais Leao ou Brahim Diaz, mais je vais donner, vu que j'ai vu quand même le Portugais jouer, je vais laisser la chance à l'Espagnol dont j'ai vu quelques minutes. Bon, après, voilà, ça reste des équipes de seconde division que le club a affronté, mais qui a l'air d'être un joueur assez technique, comme les joueurs espagnols sortent actuellement. Après, joueur physiquement assez frêle, mais faut voir au haut niveau ce que ça peut faire, parce qu'il peut aussi prendre des sacrés tampons. Hein. Il est quand même que c'est très Boran frais. bis. Faut faire attention, on l'a eu Boran à Milan. Hein, Oui, on c'est en a pour eu ça que je dis ça. des Espagnols. Alors c'est simple, il a un peu le physique, on va dire, de Castillero en plus petit, donc voilà. Oula, c'est mal barré. Je crois qu'il n'a joué aucun match avec le Real Madrid sur toute la saison ou 2 matchs de Coupe du Roi, mais aucune entrée en championnat ni en Ligue des Champions. Après, il n'y a pas le même effectif aussi au Real qu'à Milan. Bon, pour ma part, Leao, j'ai du mal pour des raisons de comportement, et même footballistiquement, je le trouve trop juste et trop irrégulier. Donc on verra, peut-être que je me trompe, je souhaite me tromper bien sûr, mais sur ce qu'il a montré, à part quelques fulgurances, honnêtement, il n'est pas fou du tout, et j'attends de voir. Voilà, je suis très circonspect le concernant, et ça n'a rien à voir avec Cutrone, effectivement, les deux transferts sont liés, bien sûr. J'aurais 1000 fois préféré conserver Cutrone, bien sûr, mais comme tout San Siro, mais je parle spécifiquement de Leao, qui je trouve n'a pas grand chose à faire dans un club comme le Milan. Je trouve que son comportement, sa nonchalance laisse clairement file des regrets. Voilà. Roland. En fait, c'est là où je me rends compte que Aristip a eu raison tout à l'heure dans son propos introductif. C'est vrai que pour l'instant, le mercato, ça a surtout servi le banc, parce que le 11 de départ ne va pas bouger, notamment au milieu. À l'heure actuelle, ça va être Benasser Kessié pour le premier rideau, on va dire. Et devant, Rebic, Çalhanoğlu, évidemment. Et à droite, voilà, c'est pas foufou. À l'heure actuelle, je vais peut-être dire Castillero.
Mais comme je disais pour la défense, j'espère avoir quelqu'un à droite. Si ce quelqu'un, ça pouvait être Chiesa, moi j'aimerais bien. Mais je suis pas emballé par les ailiers droits qu'il y a dans l'effectif. Brahim Diaz, je sais pas trop s'il peut jouer à l'aile. Je crois qu'il est plutôt 10. Enfin, je pense que lui, en pré-sec, jeune comme ça, il va jouer un peu sur tous les postes devant quand il y aura besoin. Donc j'attends de voir. Et pareil, j'espère aussi que Rebic va confirmer sa deuxième partie de saison. Parce que c'est un joueur qui a quand même, tout de même eu l'habitude dans sa carrière d'être assez irrégulier, intermittent. J'aimerais pas que ça devienne un sous-obis qui faisait 3, 4, 5 mois très bon et qu'on voyait plus le reste de l'année. Donc Même j'espère Welshara, que... Oui, pareil. J'espère que ça va tenir parce que voilà, même sur l'aile droite, on sait pas trop ce qu'on a comme solution. Peut-être Léao, effectivement, mais en même temps, est-ce que Léao, c'est pas la doublure pour jouer devant Voilà, pour l'instant, je pense qu'il y a pas grand-chose à dire de nouveau sur le 11, mais j'espère que à droite, on va avoir des nouveautés d'ici la fin du mercato début octobre. Alors un petit mot sur Chiesa avant qu'Aresti prenne la parole parce que effectivement je poussais pour son arrivée il y a quelques temps, l'année dernière notamment, l'année d'avant également. C'est vrai que là apparemment il sort d'une saison moyenne, bon même si je crois qu'il a mis 10 buts et 9 passes décisives, je sais pas s'il a pas été blessé en cours de saison, à vérifier. Moi personnellement je l'ai toujours vu bon, sauf contre la Bosnie récemment, mais d'ailleurs y compris contre nous parce que je me rappelle j'ai posté la vidéo de son match la dernière fois en début de saison. Quand on prend, je crois, 3-1, il est sur tous les buts, c'est pas compliqué. Que ce soit avec l'équipe d'Italie Espoir ou avec la Nationale et A, je l'ai toujours vu bon. Et puis c'est un type qui n'a que 23 ans, qui mentalement, je veux dire, ne lâche rien et peut provoquer pas mal de coups francs, etc. C'est-à-dire qu'il en veut. Bon, après, c'est sûr qu'il est trop cher. Chiesa, s'il coûtait 30-35 millions, évidemment, ce serait acquis d'office. Mais là, c'est vrai que le prix demandé par la Fiorentina est assez important. Donc je sais pas si Maldini le piste vraiment. Son nom est ressorti avec insistance ces derniers temps, on verra bien. Je dis pas que je suis à 100% pour sa venue parce que j'ai quand même quelques doutes, mais je trouve qu'on le relègue un petit peu trop au second plan, on en fait un peu trop un second couteau. Je pense qu'il y a un potentiel chez ce joueur qui, je répète, n'a que 23 ans. 23 ans, c'est pas si vieux que ça non plus, quoi. Il a quand même encore une marge de progression et une bonne partie de sa carrière devant lui. Aristide. Du coup, je vais d'abord rejoindre Roland sur l'équipe, enfin le milieu type. Donc c'est vraiment le même que j'ai mis avec Castillejo à droite et puis effectivement en attendant peut-être d'avoir un potentiel titulaire. J'ai mis Rebic à gauche, Akan au milieu. Je laisse aussi Kessié parce que je trouve qu'il a fait, voilà, comme on l'a déjà dit, il a eu une très bonne fin de saison et puis bon, les matchs de préparation, même si ça veut dire ce que ça veut dire, laisse entendre que Kessié est quand même en bonne forme. J'ai vu hier encore faire un très bon match. J'ai quand même beaucoup plus d'espoir sur que Kessié maintienne son niveau cette année que Akan, qui je pense va peut-être un peu était un peu sur régime fin d'année dernière. Et sinon pour Chiesa, moi aussi je suis complètement pour l'avoir au Milan, mais voilà, pas à n'importe quel prix en effet. Oui, puis quoi qu'il arrive, ce serait bien mieux que ce qu'on a. Oui, c'est ça. Faut voir nos ailiers, Chiesa les explose tous un par un. Oui, c'est Après, ça. Même si Castillejo, pour moi, fait quand même des progrès, je pense qu'il est quand même bien en dessous de ouais, mais Chiesa, c'est ou pas le du même moins en physique, dessous de Chiesa aujourd'hui. Bien C'est sûr, pas le même c'est ça. physique parce Il a que fait une Chiesa, bonne préparation, Castillejo. Castillejo a fait une bonne préparation en tout cas Ah durant oui, bien sûr, ouais, Castillejo, je trouve qu'il a fait une bonne préparation et même une bonne fin de saison l'année dernière. Hein. Il a été blessé, mais il y a quelques statistiques intéressantes. Non, je trouve qu'il a bien progressé un petit peu. Enfin, voilà, il a bien progressé. Bon, Nico, en attaque, il n'y a pas débat. Oui, il n'y a pas de débat et je voudrais quand même rajouter quelque chose donc sur l'arrivée, donc le renouvellement de contrat d'Ibrahimovic. On a quand même fait. Milan voulait, soi-disant, donc lui donner 6 millions. Hein. Il s'était mis une barrière de 6 millions pour Ibrahimovic. Non, c'était pas 6 millions, c'était. À combien il a signé 5? Tu me poses une colle, alors là vraiment. Non, parce que Non, il a signé à 7 là, non? Pour moi, il a signé à 7. Oui, je crois que c'est 7. Hein. Alors, Le Milan c'est- proposait 5 et bonus, je crois. Milan a commencé à 5. Raiola a dit ce sera 7. Milan a dit on baissera pas le froc, ce sera 5,5. Il a dit 7, 6, 6,5 et ça a duré à 7. Au final, donc Ibra a eu ce qu'il a eu envie. C'est pas tant le joueur, parce qu'après c'est une négociation entre le club et l'agent. Ibra, moi je reste à penser qu'il va encore nous apporter, c'est un joueur hors norme et il va encore nous apporter quelque chose. Ne serait-ce que mentalement et cette équipe, on a énormément besoin. Mais moi, ce qui m'effraie plus, c'est quand je suis sur les réseaux sociaux les supporters du Milan
j'ai l'impression que c'est l'arrivée d'Ibra l'année du titre, quoi. On lui déroule le tapis rouge comme si tremblait toute l'Italie. Milan à Ibrahimovic. Milan va peut-être aller gagner le championnat, va devenir un cador sur la scène européenne. Ibrahimovic, tout joueur, le grand joueur qui reste, je veux dire, aujourd'hui, on donne actuellement, donc c'est le plus gros salaire du club, sur un joueur qui a 39 ans. Et on donne, et c'est la grande star de l'équipe qui arrive. Ça prouve quand même qu'on vit un petit peu quand même dans le passé. Hein. Et c'est pas, là, c'est même pas tant le club. Et le club, si le club a fait des pieds et des mains, déjà, c'est parce que ça, pour un mec comme Ibrahimovic qui a 39 ans, ça fait un peu peur de se dire que c'est aussi important qu'Ibrahimovic quand même reste au club. Même si je continue à dire qu'il va nous apporter, hein, sur le terrain, je pense, et mentalement. Mais je trouve ça terrible au niveau des supporters, avec tout ce que les supporters ont connu au Milan AC, d'avoir autant la langue pendue sur Ibrahimovic à 39 ans. Moi, c'est ça qui me fait peur. Moi, je suis content qu'il soit là. Mais après, Tonali, les supporters étaient contents, mais Ibrahimovic, quand ils ont annoncé le renouvellement, c'était l'explosion sur les réseaux sociaux, hein, que Ibrahimovic reste un an de plus au Milan. Oui, on rappelle que la saison dernière, il a démarré péniblement. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi sur l'impact mental, on l'a suffisamment souligné, et c'est vrai que sportivement, il a très très bien fini la saison avec des stats vraiment surprenantes. Et moi, il m'a fait mentir en fin de saison, très clairement. Il m'a vraiment proved me wrong, comme disent les Anglais. Mais ses premiers mois étaient un petit peu difficiles. Bon, Aristide veut réagir sur cette question, donc Aristide, c'est à toi. Oui, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Nico. Alors en effet, je vais reprendre son propos. Les supporters effectivement s'emballent du retour d'Ibrahimovic pour un possible titre, mais non seulement les supporters, mais surtout aussi les commentateurs sportifs et consultants. C'est ça qui est pour moi le plus choquant, puisque que les supporters se mettent à rêver, à la limite, d'accord, mais c'est vrai que même les commentateurs français ou italiens, et je pense notamment à Philippe Genin qui commente les matchs de Serie A sur beIN Sport, a dit plusieurs fois, voilà, en gros, dommage que Ibra ne soit pas arrivé avant, parce qu'on aurait eu sûrement un Milan qui puisse, qui pouvait titiller la Juventus, ou voilà. Donc j'ai vu pas mal de commentateurs sportifs dire des choses comme ça, et c'est assez, pour moi, c'est vraiment déconnecté de la réalité. Alors peut-être que c'est dû à l'aura d'Ibrahimovic aussi bien en Italie qu'en France, qui fait qu'on extrapole tout, ou parce que ça fait vendre des choses. Mais oui, voilà, je rejoins Nico sur le fait que c'est complètement aberrant de penser aujourd'hui qu'on puisse rêver à jouer le titre. Mais tu le titularises quand même pour repartir sur l'attaque. Ah oui, pour repartir, oui, sans débat, et ne serait-ce que pour ce qu'on a dit, les performances à la fin qui nous ont convaincus, sur son influence sur le groupe, mais aussi et surtout pour aussi influencer le petit, ou faire grandir le petit Colombo, qui a été très intéressant pendant ces matchs de pré-saison. Donc voilà, faire grandir notre jeune pépite italienne. T'inquiète pas, encore un qu'on va expédier vite fait, bien fait par UPS quelque part. Je me fais pas trop de doutes. Non mais c'est vrai, je vous dis, à un moment donné on voit bien comment le Milan fonctionne avec ses jeunes. Faut plus trop rêver, malheureusement. Colombo subira le même traitement que Cutrone et les autres. Roland. Oui, pour continuer sur Ibrahimovic, donc de toute façon ça va être le titulaire devant pour terminer sur le 11 de base. Ça va être le titulaire devant parce que de par ses prestations la saison passée, mais aussi parce que qui d'autre on n'a personne à mettre devant. Il n'y a personne d'autre. Et on recrutera. Il y a Colombo et le jeune Roback, le jeune suédois Roback, l'attaquant, donc qui ont signé, donc on recrutera personne, et Leao peut donner un coup de main. Et Rebic aussi. Donc oui, Rebic, mais quand même on mise beaucoup sur Zlatan, 39 ans, c'est impressionnant. Roland. Moi, c'est ce que je déplore depuis son arrivée en décembre l'an passé. Ça montre qu'en fait, on n'a pas de solution, pas d'inspiration, et on s'en remet à lui. Donc, sportivement, sur les 6 mois où il a joué avec nous là depuis son retour, ça s'est bien passé, même si je l'ai trouvé de moins en moins bon dans le jeu. Les stats prouvent le contraire, pourtant. En tout cas en termes de buts et de passes décisives, et sans compter son impact mental, psychologique sur l'effectif. Mais effectivement, moi j'ai du mal à comprendre comment c'est peut-être comment dire, un défaut de stratégie du club, quoi, parce qu'on a chassé pendant des semaines Ibrahimovic pour le faire prolonger d'1 an. Et comme disait Nico, au début on proposait ça en disant c'est la limite, et puis finalement on a poussé la limite jusqu'à atteindre ce qu'il voulait lui et son agent. Donc sans compter toute cette stratégie de communication autour de lui, en faire
la star de cette équipe. Enfin, on va pas construire avec lui. Enfin, théoriquement, l'an prochain, Ibrahimovic, il est plus là, donc on va pas construire autour de lui. Et c'est pas parce qu'il est là qu'on va jouer le titre, loin de là. Alors oui, c'est un personnage médiatique, ça fait vendre, ça fait parler, et effectivement, encore une fois, la preuve que ça fonctionne. Mais je comprends pas, comme Nico, je ne comprends pas cet emballement autour de la prolongation d'Ibrahimovic. On dit oui, il est revenu parce qu'il aime le Milan, machin. Enfin, il est revenu parce qu'il n'avait pas d'autre option et parce que c'est le seul club capable de payer ce qu'il voulait. Enfin, faut être, je pense, assez réaliste à ce niveau-là. Quand il allait quitter Los Angeles, les seules pistes qu'il avait, c'était le Milan, Bologne, qui avait soi-disant fait une tentative, mais qui a absolument pas les moyens. Le Napoli aussi, mais qui avait des problèmes d'argent à ce moment-là. Donc finalement, il est venu chez nous, non pas parce que il aime le Milan, mais parce que c'était le seul club qui lui offrait le salaire qu'il voulait. Donc tout son côté romantique pour un joueur qui a, je pense, marqué à sa façon l'histoire du foot, mais qui a joué à la Juve et qui s'est barré de la Juve et quand il est descendu en Série B pour aller à l'Inter et qui a finalement qui est allé au Barça pour revenir au Milan un an après. Enfin, ouais, j'ai un peu de mal, j'ai toujours eu un peu de mal avec le personnage et voir le pataquès que ça fait encore à l'heure actuelle pour un joueur qui va avoir 39 ans dans 2-3 mois. J'ai un peu de mal globalement et ça m'inquiète pour la suite parce que pour l'instant on n'a pas de doublure pour lui et j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop où on va avec lui en fait. On n'a pas de stratégie au-delà de dans 6 mois en espérant qu'il va refaire une saison comme il a fait l'an passé, quoi. Voilà. Et qui va pas se blesser, parce qu'il faut pas oublier que même si c'est un athlète, il a 39 ans, et à Oui, 39 ans, on n'a pas le physique de 25 ans. ah non, c'est sûr, Bon, c'est donc sûr. c'est une grosse inconnue, je suis d'accord. Bon, abordons à présent les ambitions du club cette année. Pouvons-nous enfin prétendre nous qualifier pour la Ligue des Champions? Quels objectifs en Europa League? Nico? Moi, ça fait quelques années que je ne crois jamais à cette 4e place. Cette année, j'ai envie d'y croire, tout simplement parce que il y a eu quand même cette fin de saison l'année dernière, même si c'était que 6 semaines, mais ça a été 6 semaines d'un certain niveau. Donc, je vais décider d'être positif quand même et optimiste, vu qu'on repart avec le même groupe, quasiment le même 11 type comme on vient de le faire que la saison dernière. Après, je pense aussi que ce sera aussi grâce à, si on peut y arriver, à des clubs aussi qui vont avoir des failles. Est-ce que l'Atalanta Bergame, qui est en train aussi de perdre des joueurs, va pouvoir réitérer ces dernières saisons? La Roma, quand même, toujours en grande difficulté sur le plan du mercato et a pas fait une saison incroyable. Le Napoli s'est bien renforcé. Pour l'instant, n'a pas perdu de joueurs. À part la Juve et l'Inter aujourd'hui qui ont leurs 2 premières places assurées, à voir avec le reste. La Lazio, pour l'instant, de ce que recrute des joueurs, mais il n'y a pas de gros joueurs qui arrivent du tout. Et ils vont devoir jouer la Ligue des Champions tous les 3 jours. Donc, ils vont voir aussi, ça puise énormément d'énergie. Donc, voilà, il y a une possibilité. Nous, on joue quand même que l'Europa League. Ça puise pas les mêmes énergies que la Ligue des Champions. Donc, on peut peut-être croire à cette 4e place si des clubs devant nous, comme la Lazio, donc le Napoli, déraillent, même l'Atalanta, voilà. Et pour ce qui est de l'Europa League, la dernière fois qu'on a participé, on n'a pas passé les poules quand même, ce qui était assez honteux. Et l'année d'avant, on avait fait un 8e de finale sorti face à Arsenal. Voilà, si on peut essayer d'être un bon figurant dans cette compétition, on va pas se priver. Je veux dire, l'Inter est allé en finale d'Europa League, même si c'était à huis clos. Je veux dire, je pense que leurs supporters étaient quand même contents. Bon, c'était encore mieux pour nous qu'ils ont perdu en finale. Mais voilà, essayer de pas être ridicule comme on l'a été la dernière fois en Europa League, ce serait quand même plutôt sympa. Voilà. Roland? En ce qui concerne le championnat, moi je me suis déjà exprimé. À l'heure actuelle, avec notre effectif, je suis pas sûr qu'on puisse viser les 4 premières places. Pour la santé financière du club, c'est ce que le club vise tous les ans depuis plusieurs années maintenant. Je suis pas convaincu à l'heure actuelle. J'attends de voir les évolutions du mercato. Surtout que il y a potentiellement l'Europa League. Alors, il y a quand même 3 matchs secs à passer. Donc, dès cette semaine, il y aura le 2e tour préliminaire contre Shamrock Rovers à Dublin.
Potentiellement derrière le troisième tour où on jouerait à domicile contre le vainqueur du match Bode Glimt, qui est un club norvégien, contre le Zalgiris Vilnius, lituanien. Et après, il y aura encore les barrages. Donc tout ça, ce serait des matchs secs avant d'arriver dans la phase de poule. Et avec la reprise tardive du championnat et potentiellement cette phase de poule, ça va faire beaucoup de matchs en très peu de temps, sachant qu'à la fin de la saison, il y aura l'Euro. Donc je pense qu'ils vont faire en sorte d'arrêter les championnats comme en temps normal, en fait, fin mai maximum. Donc voilà, j'ai un peu peur que ça soit tendu. L'avantage, c'est que ça va donner du temps de jeu à tout le monde, notamment à Tonali dont on parlait tout à l'heure. Pour la 4e place, je pense qu'il va falloir s'accrocher. Et puis l'Europa League, ça sera un peu du bonus, mais ça serait bien que tous ces jeunes joueurs qu'on a dans l'effectif jouent un peu des matchs européens. Alors c'est sûr qu'en premier temps, quand il va falloir jouer à Dublin et potentiellement derrière contre des Norvégiens ou des Lituaniens, c'est pas là où ça va forcément faire progresser les joueurs, mais rien que d'aller jouer des matchs coup près, ça sert toujours. C'est dans ces cas-là où un Ibrahimovic peut être intéressant pour l'équipe. Donc pour moi, 4e place, il va falloir cravacher, il va pas falloir se planter d'entrée. Ça va être aussi l'examen un peu pour Pioli, d'une certaine façon. Donc j'attends de voir, mais pas particulièrement serein pour la saison qui arrive. Mais il faut qu'on retrouve la Ligue des Champions à terme si on veut retrouver une stabilité financière et tout simplement pour le plaisir de jouer avec des champions et de jouer des matchs intéressants. Aristip. Je vais reprendre à peu près le discours que j'ai fait l'année dernière, où je disais que je croyais à cette qualification, donc je vais reprendre le même discours. Et puis après, je vais reprendre aussi le même discours en disant que, comme l'ont dit Nico et Roland, ça dépend pas que de nous, ça dépendra aussi de la Roma, de ce que fera le Napoli, etc. Donc voilà, Nico l'a dit tout au début, il y a 2 places assurées pour moi à la Juve et à l'Inter. Après, c'est assez ouvert. Rappelons que l'année précédente, alors pas celle-ci qui vient de s'écouler, mais celle d'avant, on avait terminé 5e à 1 point de la 4e et de la 3e place, mais ça tout en sachant que le 4e et le 3e avaient un nombre de points ridicule comparé aux années précédentes. Donc voilà, pour moi l'effectif est encore un peu court. On n'est pas ridicule, on va jouer effectivement entre ces 4, 5, grand max 6e place comme chaque année, mais comme chaque année, ça dépendra aussi peut-être des faux pas de certaines équipes. Et en ce qui concerne l'Europa League, je vais rejoindre ce qu'a dit Nico, on était quand même assez ridicule il y a 2 ans avec Higuain de mémoire et compagnie, en se faisant sortir par l'Olympiakos, je crois. Tâchons de pas être ridicule, d'essayer de franchir la phase de poule, mais après je me fais pas d'illusions. Enfin, s'il n'y a pas de qualification par exemple à la 3 ou 4e place en Serie A, on n'ira pas chercher cette Ligue des Champions via la coupe en Europa League en la gagnant. Donc voilà, franchissons la phase de poule pour attirer les sponsors, etc., pour redorer un peu notre blason, mais on n'ira pas au-delà des 8e ou quelque chose comme ça. Faudra peut-être qu'un jour il y ait un retour sur investissement quand même, parce que moi on n'arrête pas de me dire qu'on recrute des pépites chaque année, là depuis 3-4 ans. Souvent on doit les réexpédier d'ailleurs, comme André Silva, parce qu'elles déçoivent. Et on dépense énormément d'argent depuis l'arrivée des Chinois, puis d'Elliott, et on donne des salaires aussi astronomiques. On vient parler de Zlatan, on va parler de Donnarumma dans quelques instants s'il re-signe. C'est quand même beaucoup d'argent dépensé pour finir 6e. Alors à un moment donné, il va falloir m'expliquer, hein. J'attends que ce Milan se qualifie enfin pour la Ligue des Champions. On l'attend tous, me direz-vous. Mais enfin, il y a beaucoup de clubs italiens il y a des clubs italiens qui sont devant nous et qui ont dépensé moins que nous. Donc il va falloir m'expliquer. Il y a un souci. Alors j'ai toujours dit que l'argent faisait pas tout dans le football, donc finalement c'est assez raccord avec mes propos habituels. Mais enfin, il y a des limites. Voilà. Quand ça fait autant d'années qu'on nous prédit, qu'on nous annonce, voilà, on a recruté le nouveau Cristiano Ronaldo, on a recruté le nouveau je sais pas qui, et qu'au final on se retrouve 6e, ça va quoi, c'est bon, la plaisanterie a assez duré. Bon, justement, tiens, on a une nouvelle rubrique cette année, hein, nouvelle année, nouvelle rubrique, les questions des auditeurs, qui ont été sélectionnés, parce qu'il y en a eu beaucoup d'ailleurs, hein, et qu'on va pas faire une émission de 3 heures. Donc on va démarrer peut-être avec la question de Grégoire. Les fonds Elliott ne sont pas connus pour voir à long terme dans le monde du football, mais la nouvelle recrue, très jeune, nous ferait penser à une vision à long terme. Qu'en pensez-vous ? Qui veut répondre à ça ? Je peux y aller si vous voulez. Vas-y Roland. C'est très compliqué parce que le fonds Elliott, déjà, je pense qu'il s'est retrouvé avec le Milan dans les mains sans le vouloir. Le fonds Elliott, à la base, avait prêté l'argent
au Chinois, le président Yang Hongli, voilà, pour que lui achète le club. Et finalement, par le jeu des contrats, ainsi de suite, Elliott s'est retrouvé avec un club de football. Et bon, le fonds Elliott n'est pas là pour gérer des clubs de foot ou des investissements sportifs de manière générale. Lui, le fonds de commerce de ce fonds-là, justement, c'est de fournir de l'argent des investisseurs, et c'est pas d'être un investisseur en soi. Donc, la stratégie d'Elliott, elle est relativement claire depuis le début, à mon avis. C'est redonner une certaine santé financière au club, qui était mal en point depuis Fininvest, faut pas se cacher. On parle beaucoup de la gestion du Milan par les Chinois avec Fassone et Mirabelli en directeur sportif, mais ça datait quand même déjà d'avant. Les problèmes du Milan remontaient sur la fin de la gestion Berlusconi avec Fininvest. Oui. Donc Elliott est forcément obligé de faire en sorte que son actif club de football AC Milan soit sain pour pouvoir le revendre et ne pas perdre d'argent. Et si possible en gagner, puisque c'est quand même la stratégie de ce genre de fonds. Donc on est obligé de passer par là pour valoriser un investissement pareil, qui était quand même un investissement par défaut, il faut le rappeler. Il faut avoir un certain capital à proposer, et ça passe par des jeunes potentiellement de talent, qui peuvent être des actifs avec d'un certain niveau pour pouvoir être revendus derrière, faire rentrer de l'argent frais, entre guillemets, et ainsi de suite. C'est un peu une sorte de serpent qui se mord la queue. La vision long terme du fonds Elliott, elle est inexistante en fait. Eux, je pense qu'ils sont plutôt sur du moyen terme. Alors, je ne suis pas non plus un spécialiste de finance, loin de là, mais je donne mon opinion là-dessus. Eux, c'est pas leur vocation, donc ils n'ont pas une vision à long terme exceptionnelle. Eux, ils veulent, à partir du moment où le club sera stabilisé, sera sain financièrement, où l'UEFA ne viendra plus embêter le club avec le fair play financier, qui en soi est une initiative totalement louable, c'est parce que je dis pas le contraire. Potentiellement un stade en plus, donc un actif à valoriser en plus dans le capital du club. À ce moment-là, ils pourront déjà plus facilement trouver des acheteurs, mais je crois qu'à l'heure actuelle, en fait, personne ne veut acheter le Milan. Ou en tout cas pas au prix qui pourrait être fixé par Elliott pour que ça leur fasse un retour sur investissement. Donc vision à long terme, non, certainement pas. Mais on est obligé de passer par des investissements de type Tonali, Leao ou je ne sais quoi, pour donc des joueurs jeunes, pour que ça soit à long terme viable pour le Milan en fait. C'est une certaine logique. On va investir sur des jeunes pour que plus tard ils valent plus cher et que ça potentiellement à la revente ça soit plus intéressant et que ça amène tout de même une plus-value financière mais aussi sportive. Tout est lié en fait. Mais moi je pense qu'à l'heure actuelle le fonds Elliott se retrouve avec ça, avec le Milan sur les bras sans le vouloir, et personne n'est intéressé par l'acheter. Parce que qui voudrait acheter un club comme le Milan qui dépense presque entre guillemets sans compter, qui n'a pas de dette financière, ça c'est un point qui est très important. La quasi-totalité des clubs italiens ont une dette financière, ce que n'a plus le Milan depuis que le fonds Elliott a réinvesti dedans. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant. Mais à l'heure actuelle, le fonds Elliott fait avec, et je pense que c'est parce qu'il y a peu de candidats au rachat. Tant qu'il n'y aura pas une situation améliorée, il n'y aura pas de candidat au rachat, et encore moins au prix que Elliott voudrait fixer. Donc recrues jeunes, certes, mais parce qu'ils n'ont pas le choix, et vision à long terme, je suis pas convaincu par le fait que Elliott ait une vision à long terme, mais c'est surtout qu'ils sont dans une position où ils n'ont pas le choix. Voilà. Ce qui est bien malheureux, c'est que nous, supporters, on aimerait qu'il y ait à la tête du club des gens qui en aient quelque chose à faire du club, justement. Et là, ce que tu viens de nous dépeindre montre, et on le savait déjà, bien sûr, tu nous l'apprends pas, que ce fonds Elliott, là, se fiche éperdument du Milan, n'y connaît absolument rien au football et veut juste faire de l'argent, tu as bien résumé. Donc on en revient à cette mondialisation froide, là, que je dénonce systématiquement, ce monstre froid que Steinbeck dépeignait si bien. Et donc, bon, faut pas être surpris ensuite si on va de déconvenu en déconvenu, mais ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas de dette financière, c'est le point positif. Aristide veut réagir.
Oui, je voulais réagir, mais en fait, Roland a dit à la fin, a résumé à la fin mon argument, c'est-à-dire, comme personnel intéressé aujourd'hui, le but étant de prendre des joueurs à fort potentiel, comme Léao, Tonali, etc., donc de 20, 23 ans, afin d'assurer d'ici, on va dire, 2 ans une qualification en Champions League, et d'arriver à maturité avec des joueurs de 25, 26 ans, avec des joueurs à maturité qui seront avec une équipe qualifiée en Champions League, et puis voilà, potentiellement faire une grosse plus-value sur la vente du club. Donc voilà, le but c'est de recruter des joueurs de 20 ans pour après espérer qu'à 25 ans ce soit qu'ils aient doublé ou triplé de valeur. Donc voilà, mais après Roland a très bien dit le reste. Moi j'attends qu'une chose, c'est la vente, hein, c'est ma priorité. C'est vraiment ça. Dès qu'ils sont arrivés, j'ai dit oh là là, pourvu qu'ils restent pas longtemps. Donc on verra bien s'ils réussiront, comme tu dis, à gagner de l'argent et si on trouvera enfin un investisseur, quelqu'un qui s'intéresse au Milan, qui soit prêt à mettre de l'argent sur la table, mais pour en faire un grand club et un grand club chéri par ses dirigeants comme par ses supporters. C'est quand même la moindre des choses. Ouais. Ça me semblerait souhaitable. Je voulais juste aussi préciser que bon, alors ça c'est le modèle de base, recruter des jeunes à fort potentiel pour les revendre plus cher dans quelques années, mais voilà, on se rend vite compte que déjà c'est pas viable. D'ailleurs, le renouvellement et le renouvellement d'Ibrahimovic va en ce sens, c'est que ces jeunes doivent être accompagnés par, disons, des leaders pour pouvoir grandir. Donc voilà, déjà, on a une première, si tu veux. Je pense on a une pièce du puzzle qui devait pas être dedans à la base. C'est-à-dire que finalement, on se retrouve à renouveler quelqu'un de 37, 38 ou 39 ans qui était pas du tout à la base dans le projet, parce on se rend compte qu'on ne peut pas faire grandir nos jeunes comme ça. Donc voilà. Roland ? Oui, tu disais, MJ, que tu espères que Elliott va vendre rapidement, mais vendre pour vendre, c'est pas forcément la meilleure solution. Et on l'a vu avec Berlusconi. Ça faisait quelques années qu'on disait que ce serait bien que Berlusconi vende. Enfin, s'il voulait pas s'intéresser pour de bon à la gestion du Milan, il valait mieux qu'il vende. Et quand on voit à qui il a vendu, finalement, je suis pas sûr que c'était le meilleur choix. Donc Mais j'étais contre la vente, hein. Moi je voulais que Berlusconi restât propriétaire du club personnellement. Avec oui, son projet mais jeune italien, tu sais, qui nous dépeignait. Moi c'est ça que je voulais, hein. Donc vraiment ce qui s'est passé par la suite m'a fortement déplu. Et d'ailleurs on n'a pas gagné, enfin c'est vrai que les dernières années Berlusconi étaient terribles, mais on n'est pas très haut au classement, quoi, comme je le rappelais tout à l'heure. ah oui, c'est sûr, mais à partir du moment où Berlusconi, lui, ne voulait pas reprendre les choses en main, on pouvait pas laisser le Milan vivoter sur son passé, juste en disant, voilà, c'est toujours Berlusconi qui est président, alors qu'il en avait strictement plus rien à faire. Enfin, c'était ça la réalité. C'était un puits sans fond pour Fininvest, sa société, et Berlusconi, on a très bien vu par sa carrière de dirigeant et d'homme politique, il n'était pas non plus là pour faire de la charité. Alors c'est sûr qu'il était, je crois, de base un grand supporter du Milan dans sa jeunesse, donc il a eu la chance de pouvoir s'offrir son club de cœur. Mais enfin, les 10 dernières années, il était complètement, il était plus là du tout. C'était Galliani qui retournait un peu, qui portait à bout de bras l'affaire, mais ça ne tournait plus. Donc la vente était en soi obligée, mais quand il nous disait Berlusconi, vous inquiétez pas, de toute façon je vendrai à des gens de confiance qui auront été choisis après étude d'un dossier poussé et ainsi de suite. On a bien vu le résultat. Là encore, il s'est moqué de tout le monde. Donc la vente, il fallait qu'elle ait lieu, mais à l'heure actuelle, Elliott c'est pareil. Il y a beaucoup de choses à dire sur la gestion du Milan ces derniers temps, mais j'ai l'impression que même si on n'est pas fan d'Elliott, il y a quand même la volonté que le Milan ne dépérisse pas complètement, puisque pour eux ça reste un actif financier et qu'ils ont besoin de le vendre un jour. Donc c'est pas dans leur intérêt que le Milan coule. Et on le voit bien avec, qu'on soit d'accord ou pas, mais en tout cas avec la question du stade, même du point de vue financier, il y a beaucoup de choses qui sont faites maintenant par rapport à des contrats, ce qu'on faisait plus ces dernières années. Donc voilà, il y a quand même quelques aspects positifs, mais vendre pour vendre, c'est pas la meilleure option, et je préfère que Elliott garde encore un peu le club et remette le tout à flot avant de penser à une vente. Comme on entend tous les 2 mois, il y a la rumeur LVMH Bernard Arnault. Ça, j'y crois pas une seconde. Ça n'a rien à voir avec les investissements que fait LVMH. Donc bon, vendre pour vendre, je suis pas convaincu, moi.
Alors je viens d'avoir une vision d'horreur en me mettant dans la peau d'un mondialiste. Je me suis en train de me dire heureusement que Salvini n'a pas l'argent de Berlusconi, puisque homme politique, supporter du Milan depuis longtemps, etc. Vous imaginez l'horreur, l'horreur de nos interlocuteurs réguliers sur le forum si le Milan AC était racheté par Salvini. Mais alors là, je pense qu'ils iraient supporter l'Inter, ils pourraient plus supporter. Oui, non, Ce mais serait trop compliqué là, à mon avis. avec un énergumène pareil. Ah mais on rigolerait, au moins on rigolerait. Ah bah oui, là, Mais c'est sûr, je sais pas si la gestion serait sérieuse, mais on rigolerait. Non. Ouais. Bon allez, on passe à la question suivante qui ressemble un peu d'ailleurs à celle-ci, c'est une question d'Alexandre. Pensez-vous que Gazidis va rester longtemps ? Son projet à la Arsenal, trouver des jeunes pépites à moindre coût pour les revendre au prix fort, a été avorté. Bon d'ailleurs ça se discute. Ce qui constitue clairement un échec de sa part. Bon, on a vu l'épisode avec Boban l'année dernière. Juste un petit mot sur Gazidis comme ça. Y croyez-vous ? Êtes-vous satisfait de sa gestion ? Et puis pensez-vous qu'il s'installe lui pour le coup sur le long terme dans notre club ? Ben, si je peux y aller, hein. Vas-y Nico, vas-y. Gazidis, tant qu'il y aura le fonds Elliott, il sera là. Et il partira jamais. C'est l'homme clé du fonds Elliott. Lui, il est là pour les finances. Donc, comme l'a dit Roland, si les finances sont bonnes, Gazidis, il restera. Arsenal, oui, le sportif, il n'a pas fonctionné. Après, il ne faut pas oublier qu'Arsenal a acheté un stade de foot. C'est leur stade. Tous les mois, il y avait des remboursements qui étaient conséquents, vu qu'il y avait eu un prêt. Mais financièrement, les résultats d'Arsenal étaient fantastiques. Donc, Gazidis, en tant qu'homme d'affaires, il a très bien réussi son coup à Arsenal. Après, sur le sportif, c'est autre chose, mais aujourd'hui, le football, souvent, le sportif passe au second plan. Le premier, c'est le financier. Donc, pour moi, tant qu'il y aura le fonds Elliott, il y aura Gazidis. Après, aujourd'hui, moi, est-ce que j'en suis très content ? Ben, non, parce que j'ai l'impression que le mec n'a pas de plan au niveau du sportif. On va pas revenir sur Rangnick, mais bon, c'était son homme fort où il a tout envoyé valser pour garder Pioli, finalement, pour 6 semaines. Donc, mais au niveau du financier, apparemment, pour l'instant, avec la signature des contrats, le club qui va mieux, il se sépare actuellement, mine de rien. Il y a eu des départs comme Biglia, Bonaventura, Rodriguez, tout ça. Ben, André Silva, apparemment, l'échange André Silva-Rebic, financièrement, est un très bon coup pour le Milan. Donc, je pense que pour l'instant, au niveau du fonds Elliott, je pense qu'ils doivent être très contents d'avoir Gazidis. Très bien, alors on passe à la question de Quentin. Après bientôt 2 ans, quel bilan tirez-vous du retour de Maldini ? Comment jugez-vous son travail par rapport à ses prédécesseurs, Leonardo Mirabelli et Galliani ? Et j'ajoute la question d'Alexandre, qui nous dit qu'il a l'impression que Maldini possède une certaine envie de réitalianisation avec Tonali et l'intérêt pour Chiesa. Qu'en pensez-vous ? Alors évidemment, vous répondez à l'aspect qui vous convient. Aristide peut-être du coup ? Ouais, très bien, je peux répondre à ça. Alors du coup, enfin, je plus sois là, on plus sois tous. Je plus sois, t'étais. J'ai pas l'habitude à l'oral. Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre à l'oral, mais voilà, on était tous contents de l'arrivée de Maldini il y a maintenant 2 ans. On avait déjà lu et vu des interviews de Maldini il y a quelques années sous l'ère Berlusconi ou Galliani, où il disait franchement ce qu'il pensait du club, sur l'italianisation, ou plutôt la désitalianisation à l'époque, même déjà en 2013-2014 du club. Et voilà, on était tous plus ou moins d'accord avec ce qu'il disait. Lui voulait avoir voulait avoir un poste au sein du Milan, mais pas un poste de figurant, parce que il a refusé en fait un poste un poste il y a quelques années déjà. On était tous d'accord avec ce qu'il pensait du club et la direction qu'il voulait faire prendre au club. Donc après 2 années, on peut voir les recrutements aujourd'hui de Maldini. Il y a eu Rebic, il y a eu Benasser, donc 2 succès pour l'instant. Il y a eu même Gjaer et Ibrahimovic, le retour, qui pour l'instant font grandir les jeunes, et c'est tant mieux. Donc voilà, aujourd'hui, à part Leao peut-être qui reste un peu un point d'interrogation, Maldini a vraiment réussi son entrée au Milan depuis 2 ans. Et alors après, il a été pendant 6 mois à peu près avec Leonardo. Il a grandi auprès de Leonardo. Pour les succès ou plutôt les échecs qu'on connaît, notamment avec Lucas Paqueta et Piontek. Mais c'est vrai que pour l'instant les recrutements sont plutôt intelligents avec Théo Hernandez, etc. à moindre coût, parce que bon, il y a des joueurs comme Benasser, c'est quand même un coup de maître à 16 millions. Théo Hernandez a coûté 18 millions. Tonali, c'est 25 millions plus 10 bonus. On est à la barbe de l'Inter avec cette envie d'italianiser de nouveau le Milan. Donc voilà, et pour reprendre la question, effectivement, Chiesa, voilà, cette envie peut-être d'avoir plus d'Italiens.
Ça fait plaisir à tout le monde. Après, il faut voir le prix, etc. Mais voilà, Maldini va dans ce sens. Et c'est un bandiera du Milan, donc c'est un vrai plaisir pour tous les supporters milanistas d'avoir son ex-capitaine et maintenant directeur sportif renouer avec les valeurs du club et l'ADN du Milan. Merci pour cet avis très complet. Alors messieurs, je pense qu'on va parler de Donnarumma, il est temps, hein, puisqu'on a eu 7 ou 8 questions, je crois, le concernant. Donc Nico, tu vas démarrer, hein, il est en cours, enfin il y a comme d'habitude son agent qui fait des siennes. Hein, donc qu'as-tu pensé de ce qui s'est passé ces dernières semaines? Le cirque recommence. Et penses-tu qu'il faut prolonger Donnarumma, et si oui, à quel prix? Non, faut qu'il parte. Là maintenant, il C'est clair. faut. Ah, là, ah, mais moi, je t'avoue que la première fois, bon, on a mis beaucoup sur la jeunesse. Faut savoir quand même que Milan, tout son cirque qui s'était passé, je reste, je pars, ça avait quand même créé, après quand il a prolongé pendant une saison, vu que les supporters n'avaient pas accepté ça, faut se rappeler la saison que Donnarumma a sorti après, hein, une saison minable. Il s'était remis dans le droit chemin en pensant un peu qu'au ballon. Faut se rappeler il a Milan, la première fois, il avait proposé 4 millions, il avait demandé 6, plus son frère, chose Ouais. que le Milan a fait, hein, 6 millions donc de net de salaire, plus son frangin, un transfert pour son frangin qui jouait, qui était second gardien dans un club de milieu de tableau grec. Son frère quand même touche 1 million d'euros net annuel au Milan AC en tant que troisième gardien, pour un gars qui n'a pas le niveau, hein, il est là parce que c'est le grand frère qui est dans les cages, c'est une demande du grand frère. Donc en gros, on a rapproché son frère de lui pour qu'il soit bien, la famille et tout. Bon, je pense que les supporters étaient en train de passer à autre chose vu la saison qu'il avait fait. Et surtout, le joueur s'exprimait dans la presse en disant qu'en gros, enfin, il s'exprimait pas, mais il y avait un ressenti que de la part des journalistes qui était, il veut prolonger. Voilà. Donc pour l'instant, on se prenait pas la tête, on verra à la fin de saison. Mais Donnarumma veut prolonger. Oui, Donnarumma veut prolonger au Milan, il n'y a pas de souci, il veut prolonger à 10 millions d'euros net. Donc au bout d'un moment, là, je pense qu'il y a un foutage de gueule qui commence à se faire. Ça veut dire que le club lui propose 7 millions, t'en demandes 10. Je veux dire, Donnarumma, il a 21 ans. Alors oui, c'est un très grand espoir à son poste. Maintenant, il faut savoir que déjà, même avant cette possible future prolongation, aujourd'hui, Donnarumma touche plus que Ter Stegen et Alisson. Alors, on parle de deux gardiens qui sont dans le top 5 mondial. Donnarumma, je suis désolé, peut-être que ça va surprendre quelques-uns, mais pour moi, il n'est pas dans le top 10. Le top 10, c'est quand tu joues la Ligue des Champions tous les ans, quand tu joues le titre avec ton club, quand tu gagnes peut-être une Coupe du Monde et que tu es au très haut niveau. J'ai au d'un moment, si tu veux partir, il n'y a pas de problème. On a souvent dit ici que Donnarumma, il avait un niveau qui fait il pourrait espérer mieux. Mais il n'a jamais demandé à partir. Il aurait pu, avec Raiola, essayer de lui trouver un club qui vienne mettre les 30-40 millions et qui parte et qui joue le haut niveau. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui vient les mettre, les 30-40 millions. Le PSG, ils n'ont pas voulu les mettre. Le Real Madrid, ils n'ont pas voulu les mettre. Ils ont préféré prendre Courtois. Donc, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui en a envie de Donnarumma. Aujourd'hui, il n'y a pas de demande pour Donnarumma. Et là, donc, repartir avec un cirque, normalement, il faut arrêter de dire c'est Raiola, parce que Jack Bonaventura, Abaté, ils avaient Raiola. Il n'y avait aucun problème à chaque fois quand il y avait des renouvellements. Aujourd'hui, Bonaventura, le club n'a pas trouvé un accord, et le joueur est parti. Insigne, il avait Raiola, il s'en est séparé, mais il est toujours resté au Napoli quand Raiola voulait le faire partir. Hamzik, au bout d'un moment, ça s'est arrêté avec Raiola, parce que Raiola était constamment en train de foutre la misère entre lui et le Napoli. Lui voulait rester au Napoli. Quand les joueurs ont envie de rester dans un club, ils arrivent à trouver un accord. Avec Donnarumma, il y a toujours un problème. Donc au bout d'un moment, il avait 16 ans, c'est une chose. Aujourd'hui, il en a 21. Il en a 20 ou 20, il a 19 ou 20 ans. S'il y a une offre à 30 millions, au revoir monsieur. Et même s'il n'y a pas d'offre, moi je le pense réellement. De toute façon, il veut faire le con. Et bien dans ces cas-là, qu'il ne renouvelle pas son contrat, il ne faut surtout pas que Milan lui donne 10 millions. Il ne faut surtout pas que le club fasse ça parce que ce sera la pire des choses pour le faire partir après. Quel club va faire un gros transfert à style 60-70 millions et donner 10 millions d'euros net à un gardien qui joue jamais la Ligue des Champions, qui joue jamais le haut du panier? Personne. Et il faut voir un petit peu ce qui se passe. Il y aura d'autres gardiens qui vont sortir. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas que Donnarumma qui est un grand espoir à son poste. Au pire, il y a Tatarusanu. C'est sûr que c'est beaucoup moins fort que Donnarumma. Dans ces cas-là, on le met en numéro 1. Et Donnarumma, il va passer une année en numéro 2. Et une année avant l'Euro, je trouve ça franchement très intelligent de sa part de se comporter comme ça. Moi, je t'avoue que ce joueur, franchement, c'est un dégoût en termes de mentalité.
Et comme pour Ibrahimovic, je peux te dire que sur les réseaux sociaux, la colère est en train encore de remonter des supporters. Il a de la chance que ça à huis clos, parce que si c'était à guichet fermé, à public ouvert, au stade, je peux te garantir qu'il passerait un sale moment comme il a passé dans le passé où il sortait en pleurs du stade. Donc, il y a quand même une gestion de carrière qui est au niveau de ses contrats qui est assez minable. Et juste pour terminer, je voudrais citer Manuel Ricosta qui a parlé de Cavani. Oh oui, un délice. Super. Oui, cette sortie est géniale. Voilà, et qui parle beaucoup du foot d'aujourd'hui. En fait, le Benfica a proposé 7 millions d'euros net à Cavani. Cavani n'a pas voulu descendre en dessous des 10 millions qu'il demandait, alors qu'il sait très bien que le Benfica, en plus, est incapable de donner des salaires comme ça. Et il a dit qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on était, dans le football, si des mecs de 20, parce qu'il parlait des jeunes il n'a pas cité Cavani, mais ça faisait partie en fait des demandes des joueurs. Il dit aujourd'hui, des joueurs de 19-20 ans qui font 30 bons matchs demandent 5-6 millions d'euros net. Il dit combien on va donner sur des Messi ou des Cristiano Ronaldo. Généralement, il dit qu'il avait joué avec des grands joueurs, et même ces grands joueurs-là à l'époque, alors c'est sûr que c'était en rapport avec le moment, mais ne demandez pas ces sommes-là. Et il va falloir redescendre quand même les émoluments, repenser un peu au terrain. Il dit parce qu'au bout d'un moment, ils vont casser le jouet, quoi. Si tous les joueurs commencent à demander, après 30 bons matchs, des salaires à 5-6 millions parce qu'ils ont 19 ans, il y a une pensée qu'à l'argent, ils vont casser le jouet, c'est le foot, ils vont péter un moment le système, l'économie du foot. Enfin voilà, et Donnarumma est en plein là-dedans actuellement, et j'avais trouvé les phrases de Manuel Ricosta, en plus un sacré joueur et qui a une classe incroyable, j'avais trouvé ça fantastique. Sur et en dehors du terrain, oui, pour Rui Costa. Aristide. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Nico. Pour moi, Donnarumma, il est temps de prouver en fait que ce n'est pas un mercenaire à la Ibrahimovic. Il est temps de prouver que c'est un Milanista, tout simplement. Alors, au-delà de l'aspect financier, faut qu'il se rende compte, ce garçon, que alors je vais pas dire qu'il plombe le mercato tous les 3 ans, mais c'est un peu l'idée, quoi, parce que s'il y a un renouvellement à 10 millions ou autre, ça peut plomber les finances du club, et enfin, surtout ça fait attendre en fait, voilà, ça peut suspendre des transferts ou autres, donc il est déjà très bien payé, mais il est temps de prouver que voilà, il va pas juste au plus offrant, et à un moment Milan t'a donné à manger, a fait ce que tu as aujourd'hui, à toi de lui rendre un peu. Donnarumma est titulaire, il est temps pour lui de prouver qu'enfin il aime le Milan et que c'est pas juste un mercenaire. Roland, un petit mot sur cette question ? Oui, j'avais été il y a 3 ans, j'avais été déjà assez virulent à ce sujet. Finalement, voilà, on a les mêmes discussions qu'il y a 3 ans. On a exactement les mêmes discussions qu'il y a 3 ans. On a Raiola qui fait son métier en fait. Qu'on aime ou pas, Raiola fait son métier et il le fait très bien. Et pourquoi ne pas essayer, puisque de toute façon le Milan s'est déjà plié en 4 pour Ibrahimovic, qui est aussi un client de Raiola. Le Milan s'est plié en 4 pour les 7 millions de salaire d'Ibrahimovic après des semaines de pseudo-négociations. Donc ils ont raison de jouer sur ce terrain-là. Mais après, Donnarumma, voilà, on s'y attendait, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. On savait qu'on allait retomber dans ces moments-là. On espérait qu'il grandisse un peu, voilà, parce que avant, à l'époque, il avait 18 ans, maintenant il doit en avoir 21 ou 22, quelque chose comme ça. Le fait est qu'il n'a pas l'air d'avoir particulièrement mûri. Il y a eu beaucoup d'exemples de joueurs qui avaient Raiola comme agent, et Raiola essayait tant bien que mal de les monter contre leur club, mais finalement, eux, ils ont été suffisamment intelligents pour se séparer de Raiola et continuer avec leur club. Et typiquement, un mec comme Hamsik, qui a peut-être pas gagné beaucoup de titres dans sa vie, mais le mec est une légende du Napoli. Le Napoli, c'est peut-être pas le plus grand club du monde, mais bon, c'est peut-être des choses, ce genre de choses, ça s'achète pas. Donc j'espère que un jour Donnarumma se servira sa tête, parce que comme on disait il y a 3 ans, c'est bien beau les déclarations, les trucs sur Instagram, les embrassades de l'écusson sur la pelouse du stade de la Juve, et ça c'est très beau, mais ça ne veut strictement rien dire dans le foot à l'heure actuelle, et on en a une nouvelle fois la preuve.
Le problème aussi, faut que Donnarumma se rende bien compte, et son agent et même le club, c'est que le marché des gardiens de but est quand même assez limité tout le temps. Pas que cette saison, mais encore plus cette saison avec ce mercato décalé, les difficultés financières des clubs par rapport au fait, par rapport à la suspension des championnats, les tribunes vides, ainsi de suite. Voilà, il y a beaucoup de facteurs à en prendre en compte. Si Donnarumma part, moi je ne serais pas du genre à le pleurer. Je serais même plutôt content parce que, enfin plutôt content. On perdrait un sacré joueur parce que faut quand même bien se rendre compte qu'on a rarement vu des joueurs de cet âge-là dans un club avec une telle pression, à un poste aussi particulier que celui de gardien de but, réussir quand même à afficher un tel niveau. Je trouve que c'est un très bon joueur. Je trouve que cette saison, il a progressé sur certains points. On en parlait dans l'émission de fin de saison. Mais c'est pas suffisant. C'est pas une légende du club. C'est pas le plus grand joueur de l'histoire. S'il part, tant pis, il y a d'autres gardiens qui existent sur le marché en Italie. On peut se permettre d'avoir un gardien pas forcément exceptionnel, je pense, dans le foot à l'heure actuelle. C'est toujours mieux d'avoir un très bon gardien, évidemment, mais on peut se contenter d'un bon gardien. Et effectivement, pour rebondir un peu sur ce que disait Nico, je crois que Alex Meret, qui est au Napoli, il a déjà joué une dizaine de matchs de Ligue des Champions. Donnarumma, lui, il est peut-être à plus de 150 matchs de Serie A à 21 ans, mais c'est pas ça qui fait la valeur du gardien. Hein. Et à l'heure actuelle, je vois pas trop où on peut aller avec ces négociations à chaque fois, parce qu'on parle de la stabilité financière du club. Et mettre un salaire à 10 millions, c'est compliqué, sachant que c'est 10 millions net, hein, donc c'est quasiment le double en brut. C'est énorme pour un club comme le Milan. On voit bien que tous les joueurs qui ont été recrutés ces 2 dernières années, à quelques exceptions près, comme Ibrahimovic, c'est tous des salaires autour des 2 millions, 2 millions et demi maximum. C'est pas pour rien. Voilà, il faut savoir tourner la page. Donc, s'il doit partir, qu'il parte. On n'en tirera peut-être pas grand-chose, voire rien, s'il part l'été prochain. Mais Raiola aura réussi son truc. Si Donnarumma se laisse faire, c'est que il est quand même bien satisfait par la situation. Donc, je pense que préparons-nous à le voir arriver à la Juve l'an prochain. C'est la suite logique des choses, de toute façon, pour les joueurs qui travaillent avec Raiola. Et j'espère véritablement qu'à terme, on arrêtera de bosser avec ce monsieur. Malheureusement, il a récupéré Romagnoli aussi dernièrement. Mais de ce que je lisais, comme on disait pour Bonaventura et Abate, de ce que je disais récemment, pour une prolongation potentielle de Romagnoli, bizarrement, ça pose moins de soucis. Donc peut-être que ce n'est pas que Raiola le souci dans tout ça. Voilà. Oui, je partage ton point de vue. J'étais un peu plus sceptique il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est vrai que l'expérience aidant, on constate qu'il n'a pas appris de ses erreurs. Et je regrette, comme Nico qui va réagir dans quelques instants, l'absence de supporters, hein, parce que c'est vrai qu'il mériterait de se faire rappeler à l'ordre. J'espère que ça lui arrivera en cours de saison, ce qui voudra dire également aussi, bien sûr, que les supporters font leur retour. Nico. Là où moi, ce qui me dépasse quand même, c'est que il va rentrer en année d'Euro. C'est la première fois qu'il va pouvoir jouer une compétition. Une grande compétition pour lui. Dans 2 ans, il y a la Coupe du Monde. Le club te propose, dans lequel actuellement, en plus, ça a l'air d'aller quand même un petit peu mieux, il y a un petit peu de continuité, tu as la possibilité de pouvoir te garantir une place de titulaire dans un club que tu connais pour te préparer pour jouer une grande compétition pour ton pays, voire 2 grandes compétitions à l'espace de 2 ans. Le club n'est pas contre le fait de mettre en plus une clause avec un prix de départ à 50 ou 60 millions, qui apparemment, vu le prix même lui, vu le salaire qu'il s'estime, ça ne doit pas non plus être assez incroyable pour lui, 50 ou 60 millions, si tu penses que tu en vaux 10 millions d'euros net. Je me demande d'un moment, sincèrement, la jugeote, réellement, où est-ce qu'elle est. Et aujourd'hui, où est-ce qu'il peut partir? Le Barcelone, il y a Ter Stegen. Le Real, il y a Courtois. En Angleterre, ils ont tous déjà leur gardien. Chelsea va prendre Edouard Mendy de Rennes, quand même, pour 20 millions d'euros. Donc, ça prouve qu'il y a quand même des clubs qui ne sont pas prêts à dépenser non plus des fortunes pour des gardiens de but. En Allemagne, ils ont Neuer. Je veux dire, donc il n'a pas 10 000 endroits où rebondir, ce gars.
Et il réagit comme ça. Il y a pas un moment où il dit à son agent, je suis content là où je suis, c'est bon, voilà, de toute façon, j'ai déjà un très très bon salaire. En plus, avec le Covid, tout ce qui s'est passé aujourd'hui en Italie, ça n'a rien à voir, mais même en France, on voit tous les pays sont touchés. La classe moyenne est en train de morfler de cette histoire. Et tu as lui qui demande des sommes actuellement qui sont aberrantes, que les gens ne vont pas comprendre. Et je te jure que j'espère que si le joueur ne renouvelle pas, j'espère que le Milan aura la force, comme à l'époque avait dit Mignolet face. Bon, ils l'ont pas fait parce qu'il a renouvelé. C'était Mirabé qui a dit ça. S'il ne renouvelle pas, il passera une année sur le banc. Mais au bout d'un moment, c'est ce qui doit être fait. Tu ne renouvelles pas, il n'y a pas de souci, on te laissera partir à la fin de ton contrat, mais comprends que nous, eh ben, vu qu'on ne peut pas penser au futur avec toi, ben, tu vas aller sur le banc de touche. Et je pense qu'une année sur le banc de touche, je pense que peut-être qu'à son âge, ça peut être terrible une année sur le banc de touche quand ça fait 3-4 ans que tu joues titulaire et que tu as des compétitions et que surtout tu as une grande compétition qui arrive. Parce qu'est-ce que Mancini va lui faire confiance s'il passe une année sur le banc de touche? Est-ce qu'il va pas se faire doubler par quelqu'un d'autre? Ah, c'est très possible, C'est surtout qu'il y a des bons gardiens en Italie. donc voilà. Et faut savoir, comme l'a dit plusieurs fois Roland, tout à l'heure quand on parlait du fonds Elliott, aujourd'hui, ce qui te permet sur un joueur de le vendre très cher et d'avoir entre guillemets un repère, c'est la Ligue des Champions. C'est pas quand tu joues la 5e ou la 6e place dans ton championnat. C'est la Ligue des Champions. Normalement, si tu joues la 5e ou la 6e place, tu auras toujours une limite. Et donc voilà. Bon, voilà qui est clair, on va passer au mot de la fin avec Aristippe. Pour le mot de la fin, je vais revenir sur ce qu'on a déjà dit, mais voilà, j'espère qu'on va répéter nos performances des derniers mois. J'espère que Kessié et Akancanoglu vont continuer en ce sens. J'espère que Tonali va, alors je dis pas s'imposer, mais réaliser une bonne saison chez nous, parce que il y aura quand même une petite pression, il y aura quand même des attentes, faut pas se mentir. C'est quand même 25 millions plus des bonus, c'est quand même Sandro Tonali qui était espéré, qui avait reçu une offre du Barça, de Manchester ou je ne sais quel autre club. Donc il y aura quand même des attentes. J'espère qu'on fera grandir le petit Gabia. J'espère qu'on verra aussi le petit Colombo de temps en temps qui grandira via Zlatan Ibrahimovic. Et voilà, essayons d'avoir cette 4e place qui nous fuit depuis X années maintenant. Donc voilà mon mot de la fin. Roland. Moi, ce sera pas forcément sur le Milan, mais ce sera de manière plus générale. J'espère que on aura rapidement à nouveau des stades pleins, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus triste que des matchs dans des stades vides. Alors c'est sûr qu'avec les micros, on arrive à entendre un peu les échanges parfois entre les bancs, les arbitres, tout ça. C'est parfois un peu sympa. Mais il y a quand même rien de mieux qu'un stade rempli, notamment pour les gros matchs. J'ai eu la chance il y a quelques temps d'aller voir un Milan-Juve à San Siro, et quand c'est plein comme ça, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux qu'un stade avec plein de gens en tribune. Même si le match n'est pas beau, il y a toujours quelque chose qui se passe, et j'espère que cette situation sanitaire à l'heure actuelle se stabilisera, s'améliorera, et qu'on pourra tous très vite retourner voir des matchs, que ce soit le Milan ou l'équipe du coin. Hein. C'est toujours un plaisir, et puis notamment en perspective de l'Euro, les compétitions internationales, c'est toujours un grand moment de ferveur avec tous les supporters des différents pays. C'est toujours quelque chose qui rend super bien quand on est à la télé ou même quand on est sur place. Il y a toujours une atmosphère particulière. Donc j'espère que d'ici l'Euro, tout ça sera réglé et qu'on pourra avoir des stades pleins pour une compétition qui s'annonce quand même assez intéressante, parce qu'il y a globalement, je pense, un niveau très homogène. Donc, comme je disais déjà beaucoup l'an passé, en mot de la fin, vivement l'Euro. Bah oui. Et j'espère aussi, comme disait Aristippe, que le Milan aura enfin la bonne saison pour retrouver la Ligue des Champions, parce que là, cet été, quand j'étais en vacances et que je regardais cette coupe Covid, comme certains l'ont surnommée, la Ligue des Champions de cette saison, quand même, quand on voit les deux équipes alignées sur le terrain avec cette musique-là, c'est quand même autre chose. Et plutôt que de voir des Red Bull, Leipzig ou des PSG, ou enfin, j'ai pas rien particulièrement contre ces clubs, mais qu'est-ce que j'aimerais que ce soit mon club quand même à la place de ces clubs-là. Voilà. Ce romantisme de Roland, évidemment, est intéressant. Et puis vivement l'Euro, tu penses bien que ça me parle. Nico. Pour rejoindre un peu le mot de la fin de Roland, c'est vrai que je pense aussi, comme Sinisa Mihailovic, qu'est-ce qu'on s'emmerde quand même du foot sans supporters. J'ai réussi à comprendre que le championnat soit allé et les compétitions européennes soient allées à leur fin de manière exceptionnelle, donc avec ce huis clos.
pour qu'il y ait une finalité. Maintenant, j'avoue que bon, c'est très fou ce que je dis. De toute façon, ça se fera pas vu que le championnat reprend le week-end prochain. Mais il avait réfléchi à une possibilité de play-off avec un autre style de championnat, un peu plus réduit. Moi, je t'avoue que là, reprendre la saison sans supporters, j'ai du mal on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. En Italie, on parle jusqu'au mois de janvier quand même. Ouais, je pense que ça va être quand même compliqué de s'enthousiasmer. Ça avait déjà été compliqué de s'enthousiasmer même pour cette fin de saison. Euh, mais ouais, le foot sans supporters, c'est quand même assez bidon et je regrette qu'ils n'aient pas trouvé une formule au cas pour faire un championnat un petit peu plus court. Je veux dire, mais non, on va continuer à nous gaver de foot avec sans supporters, avec les compétitions là, européennes, championnat, puis après l'enchaînement tout de suite de l'Euro qu'il faut rattraper, voilà, qui a été reporté. J'espère qu'il n'y aura pas de retour du Covid, parce que sinon, je me demande comment ils vont faire encore avec leur championnat, parce que là, ils seront obligés tout simplement et bonnement d'annuler si vraiment il y a trop de retard, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place cette fois-ci avec l'Euro pour pouvoir redécaler les matchs. Bon, alors pour ma part, j'ai envie de rebondir sur ce qui n'était pas prévu, mais qui a beaucoup plu dans la dernière émission, hein. Vous pourrez rebondir, d'ailleurs, vous pourrez réagir après mon intervention. Je veux parler du débat sur l'italianité. J'ai eu beaucoup de retours très positifs, comme quoi les digressions parfois ont du bon et on est les champions des digressions ici. Alors, je m'en suis juste voulu en fait d'avoir oublié un point auquel j'avais d'ailleurs consacré un article en 2013 et que j'avais déjà évoqué dans l'émission 236 intitulée Comment raviver le football italien. C'est la cohésion relative au socle italien. Je voulais y revenir parce que c'est vrai que certains supporters, un peu mondialisants comme je les appelle, ont du mal à admettre que les succès de la décennie 89-99 aient été très largement dus à l'italianité, ce que pour ma part j'affirme. En fait, c'est assez simple. Je pense que ce qui a fait la force des clubs italiens, c'est un projet de jeu pensé par et pour des Italiens depuis le centre de formation et même avant. La plupart d'ailleurs des observateurs admettent qu'on n'apprend pas le football de la même manière en Angleterre, en Espagne, au Brésil ou en Italie. Donc, chaque joueur est imprégné d'une formation, d'une éducation, d'une culture qu'il dépasse et qui ne se conjugue jamais aussi bien qu'avec d'autres joueurs imprégnés de cette même éducation et de cette même culture. Concrètement, je pense que si la défense Baresi, Costa Curta, Maldini, Tassotti était si performante, c'était pas juste parce que les individualités étaient performantes, elles l'étaient bien évidemment, mais c'est parce que ces joueurs jouaient le même football. On a d'ailleurs vu à la même époque d'autres équipes italiennes moins huppées que le Milan, avec des individualités moins médiatiques, obtenir des résultats sur la scène européenne qui semblent très inaccessibles aujourd'hui. Et ça, je pense qu'on le devait d'abord au système défensif hermétique, marque de fabrique italienne qui dépendait précisément de cette cohésion tactico-culturelle liée à la présence en nombre de joueurs formés au même principe dans un même pays. Et si on regarde bien, les 2-3 étrangers talentueux qui apportaient leur pierre à l'édifice évoluaient surtout au poste offensif, là où les clubs italiens étaient un peu moins différents de leurs rivaux européens. Donc je tenais à rappeler ces éléments parce que c'est d'après moi la clé du succès, un peu comme ce que rappelait Javi dans une interview à l'équipe du dimanche, lorsqu'il disait que si le Barça était si fort, c'est parce que tout le monde, même le jardinier, était barcelonais. Alors là, à l'échelle d'un club bien sûr et pas à l'échelle d'un pays, mais le principe est le même. Et l'autre jour je discutais avec Tom comme souvent qui m'expliquait que si les sélections de jeunes italiens atteignaient des finales, c'était d'abord parce qu'ils étaient tactiquement très bien organisés et je pense pas que ce soit la seule raison bien sûr, parce que je pense que ces joueurs sont talentueux, mais ça apporte paradoxalement un peu d'eau à mon moulin parce que ces sélections sont composées par définition uniquement d'Italiens qui jouent le même football et ça marche. Or les rares fois où ces très bons jeunes ont le droit de jouer en club, ils évoluent à côté de joueurs qui ont appris et qui pratiquent un football différent. Dans certains secteurs, notamment défensif, ça complique un peu les choses selon moi, et c'est la raison pour laquelle le vieil adage qu'on a tous entendu quand on était adolescent, qui a longtemps dit qu'on ne remontait pas une équipe italienne qui menait 1-0, n'est plus d'actualité. Et je pense que si les équipes italiennes, la sélection comme les clubs d'ailleurs, sont moins fortes aujourd'hui, eh bien c'est précisément parce que ce vieil adage n'est plus d'actualité. Je pense que c'est beaucoup plus facile de gagner un match quand on prend pas de but. Et je crois qu'en perdant ces défenses italiennes composées d'Italiens, parce que ces joueurs avaient appris le même football dans un même pays, dans les mêmes centres de formation, on a beaucoup perdu. Voilà. Et je tenais à le dire parce que la dernière fois, on a abordé beaucoup de points, mais celui-là, on l'a pas traité. Donc je voulais impérativement insister sur cet aspect cohésif qui est trop souvent négligé d'après moi par les entraîneurs, mais aussi par certains supporters qui critiquent ça, qui disent mais non, faut pas trop d'anglais dans les clubs anglais, pas trop d'espagnols dans les clubs espagnols. Le Barça a bien montré sous Guardiola après l'arrêt Bosman qu'une équipe qui pratique le même football depuis la Cantera, la Masia, etc. eh bien pouvait être efficace durablement sur la scène européenne et damer le pion à tous ces clubs mondialisés que je critique sans arrêt et si souvent. Voilà. Vous pouvez réagir bien évidemment si vous en avez envie. Bah, c'est quelque chose qu'on avait déjà, comme tu disais, un peu évoqué. C'est notamment tout ce qui est
ça prend aussi en compte l'aspect progression, intégration. Typiquement, on regarde entre le prêt, l'option, les bonus. Tonali, ça va être 35 millions en tout, si je me trompe pas. Soit le prix qu'on a mis sur Paqueta, soit le prix qu'on a mis sur Piontek. Et finalement, je pense que la marge d'erreur est nettement plus faible pour Tonali parce qu'effectivement, il est italien, il a grandi en Italie, il a vécu en Italie et il change de club, certes, mais il va dans un club italien. Donc forcément, son intégration dans cette nouvelle équipe va être facilitée de ce point de vue-là parce qu'il a la connaissance de la langue, il a la connaissance de l'environnement dans lequel il se trouve. Et là où Paqueta, typiquement, c'est un cas dont on a assez peu parlé dans cette émission, mais qui fait débat, mais qui est arrivé très jeune, qui est arrivé relativement jeune, pour le même prix, mais dans un pays qui n'a rien à voir avec le Brésil. Et il y a une part de... Alors Paqueta, il y a beaucoup de choses à dire sur lui, effectivement. Est-ce qu'il y a du talent? Oui, sans doute un peu. Il s'est aussi flingué un peu tout seul à partir du moment où il n'a pas joué et qu'il a fait ses crises de tachycardie, ses crises d'angoisse parce qu'il ne rentrait pas. Mais c'est aussi lié au fait que, je pense, il s'est pas fait à l'Italie. Et on le voyait beaucoup sur notamment son compte Instagram, les réseaux sociaux. J'ai l'impression, et puis notamment de différents articles que j'avais lus, j'ai l'impression que c'est un joueur, depuis qu'il est arrivé à Milan, il passe son temps chez lui, en fait. Il reste enfermé chez lui et à jouer aux jeux vidéo ou je ne sais quoi. C'est peut-être aussi un générationnel, je ne sais pas. Mais ça montre qu'en fait, il s'est jamais vraiment fait à l'Italie, il s'est jamais intégré au pays. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, un mec comme Tonali sur le même prix, à partir du moment où tu prends un mec qui vient de ton pays, qui joue dans le même championnat, la marge d'erreur, même si c'est un jeune, est finalement assez faible parce qu'il a toutes les conditions pour réussir. Et donc là, on en vient à ce qu'on disait la dernière fois sur l'intégration, et ça rejoint un peu ton propos, MJ, sur le fait que un mec qui est formé dans le même club, alors déjà dans le même pays, mais notamment dans le même club pour la question du Barça, ça ne peut que réussir. Enfin, il y a moins de facteurs d'échec en fait à ce moment-là. Voilà. Ah mais j'avais pas oublié, Roland, que tu avais abordé la question de l'intégration sur le plan culturel notamment, etc. Mais c'est vrai que là, Tonali va arriver dans une équipe qui ne fait jouer que 2 ou 3 Italiens. C'est ça que je veux dire, c'est-à-dire quels sont les joueurs qui évoluent à ses côtés. Moi je pensais à la construction d'un collectif performant, un collectif efficace, et notamment dans le secteur défensif. Et c'est là que je mets en évidence, si tu veux, je mets en lumière les disparités culturelles qui peuvent exister et qui sont indéniables, que tout le monde connaît. Enfin je veux dire, faut arrêter de plaisanter, je sais bien qu'on a tendance à vouloir faire jouer tout le monde pareil, mais on n'apprend pas le football au Brésil et en Italie de la même manière, ça on me l'enlèvera pas de l'esprit, hein. C'était peut-être davantage vrai à l'époque, mais je pense que ça l'est encore aujourd'hui. Et je pense que un joueur comme Tonali, mais comme un joueur comme Romagnoli, n'importe qui dans notre effectif serait plus à l'aise à mon avis pour évoluer aux côtés de joueurs qui ont appris le même football, qui viennent des mêmes horizons, etc., qu'avec, je sais pas, Benacer ou Kessié, si talentueux soit-il. Parce qu'on a tendance aujourd'hui à penser que la meilleure individualité portugaise jouera forcément bien avec la meilleure individualité brésilienne et avec la meilleure individualité anglaise. Souvenez-vous le Real Galactique avec Beckham, avec Ronaldo, Zidane, Figo, etc. Et ben ce Real-là, me semble-t-il, n'a pas gagné de Ligue des Champions. C'était pas du tout le meilleur Real. C'est un Real, certes, qui réussissait à gagner des titres sur le plan national, etc., mais qui souvent était assez ridicule lorsqu'il fallait jouer contre des grosses équipes, parce que défensivement ça pêchait, parce que collectivement ça fonctionnait peut-être un peu moins bien. Et moi j'insiste sur ces notions de nécessité de cohésion pour le collectif. Et ça je trouve que c'est trop laissé de côté. On a l'impression qu'on veut créer des mosaïques d'individualité, quel que soit l'endroit d'où ils viennent. Mais non, le football c'est pas ça à l'origine. Si Coco Ciodo avec son FC Nantes en 94-95 tape le PSG que moi je supportais à l'époque, après le Milan bien sûr, hein, mais que je supportais quand même parce que j'adorais David Ginola, Daniel Bravo, Rai, etc. et certains joueurs qui évoluaient au PSG, le FC Nantes s'est imposé 3-0 au Parc quand même, hein, le PSG qui finissait, après avoir tapé le Barça de Cruyff, demi-finaliste contre Milan en 95 de la Ligue des Champions. Bon, eh bien c'était parce que Coco Ciodo avait construit un collectif avec des joueurs qui venaient du même centre de formation et qui pratiquaient un football cohérent, hein. Et donc je trouve que ça c'est trop souvent encore une fois laissé de côté, et je tenais à insister sur ce point parce que sur le plan technique, sur le plan tactique, selon moi, c'est une évidence. Voilà, et ça, on n'en parle jamais. Personne, je trouve, n'évoque sur les forums ces questions-là. On nous dit sans arrêt, mais non, on peut aussi construire, regarde tel exemple, tel exemple. On nous dit toujours, mais regarde, il y a des équipes comme Liverpool qui gagnent la Ligue des Champions, il y a très peu d'anglais. Je fais, bien sûr que c'est possible, mais face à quel modèle? Quel modèle on oppose à ça? C'est-à-dire que dans
un monde où les clubs qui font jouer beaucoup de nationaux sont très peu nombreux, hein, eh bien évidemment il peut y avoir que les autres qui gagnent, c'est le plus fortuné qui gagne, mais à partir du moment où tu réussis comme le Barça de Guardiola à proposer un modèle alternatif cohérent, eh bien au final tu vois bien que c'est toi le meilleur, hein. Je dis pas que ça marche à tous les coups, mais je dis que tu renforces, tu augmentes les chances que ça fonctionne, et j'aimerais qu'on puisse de nouveau le faire en Italie, mais évidemment avec les 30% d'Italiens titulaires dans les clubs, vous pensez, enfin titulaires je sais même pas d'ailleurs, je crois que c'est 30% d'Italiens dans les groupes, mais titulaires faudrait regarder, hein, sur la feuille de match. Je trouve qu'on en est évidemment très loin, et c'est ça que je déplore, et qu'évidemment j'aimerais pouvoir recréer, mais tu penses bien qu'on en est loin. Bon, je vous souhaite du coup une excellente semaine, hein, un bon week-end, un bon dimanche, et puis on se retrouvera bien sûr dans quelques jours pour parler du bilan. Alors je sais pas si on fera les émissions pour les matchs de premier tour d'Europa League parce que c'est quand même pas très passionnant. Je remercie les auditeurs d'ailleurs de nous avoir rejoints pour Pays-Bas-Italie, parce qu'en général sur ce genre de match on fait très peu, et on a fait plus de 600 je crois, j'étais très surpris. Et je remercie surtout les auditeurs de nous avoir surpris. Là encore vraiment, on a fait plus de 1600 je crois sur la spéciale fin de saison, j'en revenais pas, j'étais loin d'attendre un score pareil. Donc merci de nous être toujours aussi fidèles, de toute façon on se retrouve très vite. Salut! Ciao les gars. Ciao.